Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de revoir parmi nous David Kella, qui nous présente son quatrième livre, Déclin et chute du néolibéralisme. Je vais lui laisser le soin de présenter ce livre et ensuite, s'il le veut bien, il répondra à nos questions. David, vous avez la parole. Merci Bertrand. Combien de temps j'ai la parole? 45 minutes à peu près. 45 minutes à peu près. Je vais essayer de faire ça. Mais je voulais commencer par vous remercier pour votre fidélité dans ces invitations, parce que, en fait, notre point commun, on s'est rencontrés quelque part via Coralie Delhomme, que vous aviez invitée lors de l'apparition de son premier livre, L'Europe, les États-Unis. Et puis ensuite, vous l'avez à nouveau invité pour le livre commun qu'on avait écrit, qui était la fin de l'Union européenne. Et les choses auraient pu s'arrêter là, mais voilà, quand j'ai publié moi-même un livre, L'économie du réel, eh bien, vous m'avez également invité. Et depuis, vous m'avez invité pour chacun de mes livres. Et donc je vous remercie pour cela. Je sais par ailleurs que la dernière fois, malheureusement, c'était le confinement, donc on n'a pas pu faire une réunion pour populisme et néolibéralisme en réel. C'était une réunion, une conférence en visio. Et je sais qu'à ce moment-là, il y a eu quelques points de désaccord sur notamment ma notion de populisme que je développais. Et je comprends aussi que, comment dire, je ne suis pas exactement sur la même ligne que Coralie Delhomme. Bien sûr, nous avons écrit un livre ensemble, et bien sûr, au départ, Coralie était entrée dans le milieu souverainiste, chevènementiste. Et moi, je ne viens pas du tout de cela. Je viens, on va dire, de la gauche traditionnelle, européiste, social-démocrate. J'ai été adhérent au Parti socialiste, vous voyez. Et donc, je comprends que, comment dire, ces invitations ne sont pas uniquement mues par l'idée que je vais dire des choses qui va forcément vous satisfaire. Et pour cela, je vous remercie pour votre grande ouverture d'esprit et pour, encore une fois, cette fidélité. Et je voudrais commencer par dire aussi ce qui lie à la fois mon travail sur l'Union européenne et le travail que j'ai fait sur le néolibéralisme. Parce que, en fait, il y a une cohérence dans ce travail. Au fond, ma cohérence, c'est d'essayer de comprendre les rapports entre société et marché. Vous voyez, je tends à penser que le raisonnement que j'essaie de développer, à la fois dans mon travail sur l'Union européenne et sur le néolibéralisme, c'est une forme d'illustration, j'ai envie de dire, de toute une forme de réflexion qu'on peut retrouver dans les films de Kubrick. Vous savez, chez Kubrick, il y a un truc, j'ai un énorme cinéaste, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une œuvre très construite, très structurée, malgré le fait que chez Kubrick, comme vous savez, il y a plein de genres différents de ces films. Mais je trouve que ce qui a une caractéristique commune de Kubrick, c'est qu'il est marqué par une obsession, une idée qui est que l'humanité, ou les êtres humains en général, est souvent mise en danger par une forme d'engrenage, un peu comme une machine infernale, qu'elle essaye de mettre en œuvre au départ dans une bonne intention, c'est-à-dire dans l'idée qu'elle va s'épargner du travail, et puis qui finit par entraîner une dynamique qui dépasse l'intention initiale et qui finit par manger en quelque sorte les personnes qui ont initié cette machine. Vous voyez, quand vous regardez tous les films de Kubrick, il y a cette espèce de dynamique, cet engrenage infernal qui va conduire au chaos et à la catastrophe. Alors, si je vous parle de Kubrick, c'est parce que, en fait, ma question fondamentale, la question qui m'anime depuis tout le temps, et qui m'animait lorsque je coécrivais la fin de l'Union européenne, et qui m'anime encore aujourd'hui lorsque je parle du déclin et de la chute du néolibéralisme, c'est cette idée que les intentions au départ peuvent être bonnes, la manière de vouloir organiser la société, de vouloir dépasser la nation par une entité plus grande, plus forte, plus solidaire que serait l'Union européenne, ou l'idée qu'on va voir maintenant de rationaliser les choix politiques à partir d'une mise en place d'un marché. Ces idées au départ ne sont pas absurdes, elles ne sont pas délirantes, elles ne sont pas mues par une intention machiavélique. Elles sont mues au départ comme l'idée chez Kubrick d'avoir un ordinateur central qui va
diriger le vaisseau et qui va prendre en charge tout un ensemble de choses. Elles sont mues par une idée rationnelle, cohérente, plutôt bonne, mais qui va dégénérer et entraîner une catastrophe. Alors si je vous dis ça, et pardon de cette introduction un peu longue, c'est parce que il y a deux manières en quelque sorte de réfléchir sur le monde d'aujourd'hui. Une manière, on va dire, un peu qui prend l'angle politique, un peu, j'ai envie de dire aussi matérialiste, qui dit finalement seul compte dans une société les intérêts. Les êtres humains sont mus par leur intérêt et ils vont agir en fonction de leur intérêt parce que finalement, voilà, toute la société est mue par cette dynamique, ces contradictions d'intérêts entre les gens. Et c'est ça qui explique finalement pourquoi on a créé l'Union européenne, pourquoi on a mis en place des gouvernances néolibérales. Parce que ça satisfait les puissants, parce que ça sert les intérêts d'une classe sociale, de la finance, des marchands, d'un nombre de personnes qui font partie des classes supérieures. Et ça, c'est une manière tout à fait logique d'interpréter les choses, les événements. Alors moi, ce qui me dérange dans cette manière, c'est que finalement, il n'y a plus besoin d'avoir un travail intellectuel très approfondi, puisque les intérêts sont ce qu'ils sont. On ne pourra pas convaincre qui que ce soit, puisque son intérêt, il le comprend, il le connaît, et donc, s'il est mu par son intérêt, eh bien, il va toujours défendre cet intérêt, et il n'y a pas de débat intellectuel qui sert à grand-chose dans ces cas-là. Et donc, moi, mon approche, c'est de penser autrement les choses, c'est-à-dire d'avoir une approche à la Kubrick, qui est de dire, les gens ne sont pas tous mus par uniquement leur intérêt, les gens ont des convictions, ils ont des croyances, ils pensent faire le bien. Bien sûr, ces croyances sont parfois influencées par leur intérêt et leur vision du monde, et elles-mêmes biaisées par le monde dans lequel ils vivent. Ça, on est tous d'accord. Mais ils ne comprennent pas tout. Et les choses, la réalité des choses les dépasse. Et finalement, quand ils essayent de construire quelque chose, de faire un choix, ils le font à partir de convictions qui sont elles-mêmes construites par d'autres, par des intellectuels, qui ont qui ont construit une vision organisée du monde et qui, à partir de cette vision, donnent des solutions pour faire des choix. Et je ne sais pas si cette deuxième vision est meilleure que la première, et honnêtement, je ne pense pas que nous puissions trancher entre ces deux visions. Sans doute qu'elles existent toutes les deux, que les intérêts, les convictions, tout ça coexistent, et qu'on ne pourra pas dire ce modèle est le bon et l'autre est absolument mauvais. Mais ce qui me semble important, c'est de ne pas oublier cette deuxième vision, et c'est cette deuxième vision qui, pour moi, est au cœur de ma pensée. Je crois, et c'est pour cette raison que je m'intéresse aux auteurs. Je m'intéresse à Friedman, je m'intéresse à Hayek, je m'intéresse à tous ces grands auteurs du néolibéralisme, parce que je pense que ces auteurs-là n'avaient pas d'intérêt particulier, par ailleurs, puisque finalement, c'était des intellectuels, mais c'était pas des grands capitalistes, c'était pas des actions dans tout un ensemble c'était beaucoup d'entre eux, c'était des universitaires, et que par contre, leur œuvre, elle a une influence. Et on peut trouver cette influence après. Et cette influence, elle existe parce qu'ils ont convaincu aussi des gens. Et que si on n'est pas capable de faire une analyse critique de ces pensées-là, eh bien, on ne va pas, d'une part, réussir à répondre à ceux qui croient à cette pensée, c'est-à-dire leur montrer que c'est une pensée qui ne fonctionne pas, d'une part. Et d'autre part, si on veut changer la société, on ne va pas avoir de boussole pour savoir comment faire autre chose. Et l'une des choses qui m'a animé dans ce livre, c'est que va-t-il se passer après la chute du néolibéralisme. Pour moi, on s'est trompé. On s'est trompé, et je vais expliquer maintenant ce que c'est que cette pensée néolibérale. On s'est profondément trompé lorsqu'on a mis en place un certain nombre d'institutions. Par exemple, le dysfonctionnement qu'on constate aujourd'hui du marché de l'électricité. Le marché de l'électricité est typique, et si vous voulez, nous y reviendrons dans la discussion, il est typique d'une institution néolibérale. Ceux qui l'ont mis en place l'ont fait pour un certain nombre de raisons. Mais ils ne l'ont pas fait, je ne crois pas qu'ils l'ont fait pour détruire l'industrie européenne. Or, aujourd'hui, le marché de l'électricité est en train de détruire l'industrie européenne. Et je ne crois pas que n'importe qui soit puissant puisse avoir un intérêt en Europe à détruire l'industrie européenne. Alors bien sûr, on peut dire après, on va avoir des analystes qui disent « oui, mais l'Union européenne a été construite à distance par les Américains qui ont utilisé des prête-noms marionnettistes, voilà, on peut évidemment dire ça, et donc la destruction de l'industrie européenne était une volonté américaine, etc. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que
la question aujourd'hui qui m'anime, c'est de comprendre qu'est-ce qui a dérapé dans cette logique si on exclut l'hypothèse que tout est mu par des intérêts. Si on exclut cette hypothèse, comment on peut comprendre le monde et comment on peut analyser les échecs des politiques actuelles. Voilà, donc je fais cette longue introduction aussi par honnêteté intellectuelle vis-à-vis de vous, pour vous dire, mon propos, c'est pas d'avoir la vérité absolue, d'avoir raison sur tout. C'est de dire, ma démarche, c'est, on va dire, part d'une hypothèse. Cette hypothèse, c'est que les idées déterminent des institutions, que ces institutions, mises en œuvre bien sûr par des acteurs, que ces institutions ont des effets, que ces effets sont pervers, et que les effets pervers qui débouchent ensuite ne sont pas forcément intentionnels à la base quand on a commencé à construire ses propres institutions. Et je ne dis pas que tout fonctionne comme cela, je dis simplement qu'il faut envisager l'hypothèse que les choses puissent fonctionner comme cela, de manière ensuite à comprendre comment faire, voilà j'en revenais, comment faire pour construire un monde post-néolibéral qui ne procède pas des mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'on puisse apprendre aussi de nos erreurs. Voilà, c'est un peu ça le cœur de mon propos. Alors maintenant, je vais revenir sur le livre, même si j'en ai en fait déjà parlé, pour vous dire d'abord ce que c'est que le néolibéralisme et à quoi il sert. La première chose qu'il faut dire, c'est que le néolibéralisme, ce n'est pas une théorie au sens où ça ne vise pas à comprendre le réel. Une théorie, pour moi, c'est scientifique. Ça a pour objectif de comprendre le monde dans lequel on vit, que ce soit les événements naturels, il peut y avoir des galaxies, etc. Donc là, on est dans les théories d'astronomie ou de sciences naturelles, ou simplement les phénomènes sociaux ou économiques qui peuvent se propager. Des théories, il y en a. Les économistes en ont fait un certain nombre, mais le néolibéralisme ne procède pas de cela. Le néolibéralisme, c'est une doctrine. Alors, une doctrine, si vous cherchez un dictionnaire, vous allez voir un truc un peu bizarre, on va dire, une doctrine, c'est ce qu'on considère comme vrai. Ok, très bien, ça n'apprend pas grand-chose, et notamment ça ne dit pas à quoi ça sert. Pour moi, une doctrine, ça sert à déterminer l'action. Le vrai problème qu'on a quand on est au gouvernement ou qu'on a des responsabilités dans une entreprise, c'est de savoir comment faire des choix et faire en sorte que ces choix soient à peu près cohérents. Pour que ces choix soient cohérents, eh bien, il faut qu'on constitue une doctrine. C'est-à-dire qu'il faut qu'on admette que certains postulats qui vont nous dire, ben voilà, quand tu fais ceci, c'est bien, quand tu fais cela, c'est mal, de manière à savoir comment avoir une action qui se continue dans le temps. Quelqu'un qui n'a pas de doctrine, c'est quelqu'un qui va faire un jour, par exemple, qui va dire il faut fermer Fessenheim, le nucléaire c'est mal, et puis qui le lendemain dira mais il faut absolument qu'on construise 6 nouveaux réacteurs. Voilà, typiquement quelqu'un qui n'a pas de doctrine, c'est évidemment problématique lorsqu'on veut prendre des décisions stratégiques. Alors, le néolibéralisme est donc une doctrine, et cette doctrine vise à répondre à une question, comme toute doctrine. La question est quel doit être le rapport que doivent entretenir l'État et le marché. Alors le marché, c'est une institution qui est caractérisée par le fait que des individus autonomes, libres, vont échanger avec d'autres individus libres et autonomes. Je ne dis pas que sur le marché, il n'y a pas de mécanisme d'oppression, que tout le monde est parfaitement libre, c'est pas ce que je veux dire, mais par construction, le marché repose sur l'autonomie des individus. Il peut y avoir des rapports de force, mais à la fin, il y a toujours des gens qui signent, qui contractent. C'est pas la même chose qu'un système autoritaire où on fait des choses parce qu'on nous force à faire des choses. Le marché, on peut être forcé, on va dire, de faire quelque chose, mais on n'est pas forcé par quelqu'un. C'est-à-dire que voilà, le principe du marché, et c'est ce que pensent les néolibéraux d'ailleurs, est fondé sur l'autonomie. Et d'ailleurs, Friedman disait, le marché, c'est le lieu du consensus, c'est-à-dire que tout le monde est de l'unanimité. Pardon, c'est pas consensus, dit unanimité. C'est-à-dire que toutes les transactions de marché ont été faites par des individus qui, a priori, sont libres et sont d'accord pour organiser ces transactions. À l'inverse, nous dit Friedman, l'État fonctionne selon un principe de majorité. Et la majorité, ça peut être 51% et 49% contre. Et il nous dit, voilà, la force du marché, Friedman nous dit ça, c'est que le résultat du marché, ça a réussi à combiner tout un ensemble d'actions qui vont être acceptées par tout le monde. Alors que l'État, lorsqu'il procède à une décision, eh bien, il le fait par la majorité, et donc la minorité peut être oppressée ou en désaccord avec une certaine action de l'État.
Et pour Friedman, il en déduisait qu'il y avait une supériorité du marché sur l'État. Et c'est pour ça qu'il, quelque part, il veut mettre le marché le plus possible. Alors, j'ai déjà fait une parenthèse, il faut donc que je revienne sur mon sujet. Et le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est à la tête d'un État ou d'une entreprise et qu'on doit faire un choix. Le choix, nous disent les néolibéraux, et même tout le monde, on peut assez facilement se mettre d'accord là-dessus, un choix économique, c'est un choix qui procède d'un calcul rationnel. Bien sûr, quand on est soi-même et qu'on va acheter des choses dans un magasin, on le fait avec ses envies, ses pulsions du moment, mais on ne choisit pas pour les autres, on choisit pour soi. Quand on est à la tête d'une entreprise ou d'un État, on choisit pour les autres. Et donc là se pose la question de savoir comment je justifie mon choix. Et pour justifier le choix, eh bien, il faut faire un calcul des pertes et des gains. Il faut calculer combien ça coûte, par exemple, de construire cette route. Ah, donc ça va coûter en heures de travail, en bitume, en énergie, etc., en matériel. Et puis combien ça gagne? Eh bien, ça gagnera des choses. Les gens pourront circuler plus rapidement entre deux points. Ça peut avoir un effet positif. Alors le problème, c'est que pour faire ce calcul, eh bien, il faut être capable de quantifier la valeur des choses. La valeur du coût et la valeur du gain qu'on attend derrière. Et ainsi, eh bien, on pourra dire cette décision est rationnelle, puisque regardez, le gain est supérieur au coût. Ou on pourra dire aussi qu'il est rationnel de ne pas construire cette route, parce que regardez, le coût est supérieur au gain. Cette quantification de la valeur est au cœur de tout choix politique rationnel. Et je pense qu'on est d'accord avec ça. Je veux dire, je ne crois pas que quelqu'un ici pourrait dire non, voilà, il y a d'autres choses. Alors on pourrait dire il y a d'autres choses qui déterminent l'action politique que les coûts et les avantages. Je suis d'accord. Mais là, on parle de choix économiques, hein, pas de choix sociaux, pas de choix qui peuvent être relevés d'autres questions. Hein. Tous les choix politiques ne relèvent pas de questions économiques. La question que posent les néolibéraux est la suivante. Comment faites-vous pour quantifier les coûts et les gains? En fait, si on réfléchit en comptable, on dit c'est pas compliqué. Je regarde combien j'ai besoin de matériel, par exemple, pour construire cette route, et puis je prends les prix de chaque matériel, et donc j'additionne tout ça, et ça fait un coût global. Oui, mais là se pose un problème. Qui décide des prix? D'où viennent les prix? Alors, les néolibéraux disent, regardez, alors là je suis dans un débat des années 20, regardez l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est un système qui se veut fondé sur la rationalité, qui décide, au nom de la rationalité, qu'il faut se passer du marché. Pourquoi il faut passer du marché? Parce que le marché, c'est les intérêts privés. Or, si on veut être rationnel et construire une économie qui profite à tous, ce n'est pas l'intérêt privé qui doit dominer, mais l'intérêt général. Et l'intérêt général, eh bien, l'État soviétique est capable de le définir, puisque, alors évidemment, dans la théorie, il est démocratique, et donc, il va pouvoir créer un système de prix et un système productif qui vont ne pas être dépendants des intérêts particuliers des entrepreneurs et qui, par ailleurs, pourra résoudre tout un ensemble de problèmes qu'on trouve sur le marché, c'est-à-dire la concurrence non parfaite, les coûts de transaction, les malversations, etc., tout un ensemble de choses. Et donc, les communistes soviétiques disaient la rationalité, c'est nous, vous êtes dans le marché n'est pas rationnel. Et c'est là qu'intervient un économiste extrêmement célèbre, très connu, qui s'appelle Ludwig von Mises, et qui publie en 1920 un article qui parle du calcul économique en régime socialiste, qui va ensuite entraîner un livre publié en 1922 qui s'appelle Le socialisme, et il va combattre l'idée que l'Union soviétique est rationnelle d'un point de vue économique. Il va la combattre avec cette idée-là. Comment vous faites pour quantifier les coûts si c'est vous-même qui décidez des prix? Vous êtes un peu juge et parti. En fait, en vous privant du marché, vous dit Mises, eh bien vous vous privez d'un système de quantification de la valeur qui procède par l'agglomération de toutes les décisions des uns et des autres, qui sont faites de manière décentralisée, et qui, par leur propre calcul personnel, vont produire, un peu comme un algorithme, un système de prix qui va forcément être pertinent, puisque chacun pourra y contribuer, en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur. Ensemble, les néolibéraux, c'est ça qui est au cœur de leur pensée. Ils pensent que le marché est nécessaire pour quantifier la valeur, parce que le marché procède comme un algorithme qui va s'appuyer sur les comportements de marché des individus, qui chacun ont leurs ambitions, oui, leurs plans,
leur calcul, leur connaissance. Et du coup, le marché va être un agglomérateur de connaissances et d'informations. Et Hayek va poursuivre dans cette voie en disant, regardez, l'Union soviétique ne peut pas fonctionner correctement, parce que les prix sont des prix planifiés, décidés d'en haut, avec une information imparfaite. Parce que l'information ne va jamais jusqu'au sommet de l'État. Alors que le marché, eh bien lui, il coordonne les actions des uns et des autres, de l'offre et la demande, d'un côté et de l'autre. Et par cette coordination, il va faire émerger un prix qui sera un prix de consensus en quelque sorte, d'unanimité, c'est-à-dire que tout le monde qui aura participé au marché aura un peu contribué à élaborer les prix de marché. Vous voyez, ce que je vous dis, c'est le cœur de la pensée néolibérale. Et quand je vous le raconte comme ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quelque chose qui est à peu près raisonnable. Ce n'est pas une élucubration d'un télo mu par les intérêts privés. Il y a derrière une réflexion qu'il faut prendre au sérieux. Alors, cette question du calcul économique bizarrement, va être complètement abandonnée dans les années 30 dans la pratique des gouvernements. On a une théorie qui est très construite. Alors, je parle ici d'un débat qui a lieu sur quasiment 20 ans, puisque même en 1945, l'article de Hayek, en 1920, en 1945, Hayek continue d'écrire un article sur l'économie et la connaissance, où il va à nouveau redire ces idées que les marchés sont indispensables au calcul économique. Et pourtant, en 1945, plus aucun pays ne fonctionne comme cela, y compris les pays capitalistes. Parce qu'il s'est passé, entre-temps, quelque chose qui s'appelle, deux choses, qui s'appellent d'abord la crise des années 30, et ensuite la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la crise des années 30, eh bien, on s'aperçoit que l'idée que les marchés doivent définir des prix, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Aux États-Unis, on est en pleine déflation, c'est-à-dire en baisse généralisée des prix. Ça pose de vrais problèmes. Ça crée du chômage, ça réduit les profits des entreprises. Dans l'agriculture, c'est un marasme complet, puisque la baisse des prix détruit des emplois agricoles à pleine charrette, et ça accentue encore, approfondit la misère des campagnes. Et je vous renvoie au livre Les raisins de la colère, qui parle justement de cela, c'est-à-dire comment la modernisation de l'agriculture détruit de l'emploi, et au moment même où il n'y a plus d'emploi dans les villes. Et donc le mécanisme de crise est tellement puissant dans les années 30 que Roosevelt est obligé de contrôler les prix lui-même, c'est-à-dire de définir des prix réglementés dans l'agriculture, de trouver des moyens d'atténuer la concurrence de l'industrie pour monter les prix et monter les salaires. Et puis ensuite vient l'économie de guerre, c'est-à-dire en 1939. Il faut savoir qu'en 1939, on est au même niveau de PIB qu'en 1929. En 10 ans, il n'y a pas eu de progression du PIB aux États-Unis. C'est dire à quel point la crise était profonde. Il y a eu des moments de baisse, de hausse, mais à la fin, on se retrouve exactement comme au début. Donc en 1939, on ne peut même pas dire que les économies sont sorties des 10 ans de crise. Et là, il apparaît la guerre. Alors la guerre ne touche pas directement les États-Unis. Elle a touché les États-Unis, comme vous le savez, en 1941. Mais dès qu'elle commence, Roosevelt prend conscience que son pays va sans doute être impliqué dans cette guerre. Et du coup, l'armée américaine n'existe pas quasiment, elle est très très faible, et donc il faut à tout prix se réarmer en prévision de la guerre, du conflit qui va forcément arriver aux États-Unis. Et donc dès 1940, Roosevelt décide de remonter tout un ensemble d'institutions qui avaient été mises en place au moment de la Première Guerre mondiale, et de transformer son système économique sous la forme d'une économie de guerre. Et là, très vite, il se rend compte, qu'est-ce que ça veut dire une économie de guerre? Ça veut dire que les ressources du pays doivent aller prioritairement dans l'industrie d'armement, et donc moins prioritairement chez les besoins des gens. C'est-à-dire que l'acier que vous produisez, eh bien, il doit servir à produire des chars et non pas des voitures. Sachez d'ailleurs qu'en 1939, les classes moyennes américaines, elles ont tous une voiture. Ils ont 20 ans d'avance sur les Européens. Il faut voir aussi, si vous avez l'occasion d'aller à Atlanta pour visiter la maison de Martin Luther King, la maison d'enfance de Martin Luther King, vous verrez qu'il y avait un garage. Son père était pasteur, c'est comment les classes moyennes, et en plus noires, et ils ont une voiture. Voilà, donc, voilà, c'était une parenthèse. Pour vous dire que l'opulence américaine est extraordinairement élevée à cette époque, et donc il faut dire aux gens qui vivent dans une société la plus riche du monde, et bien maintenant, les ressources que nous avons doivent aller, pas pour vous, mais pour l'armée.
Et ça veut dire forcément moins de richesse pour les gens. Et ça veut dire des privations pour les gens. Et la question est, comment faire pour organiser un système de privation de la consommation des ménages au profit, on va dire, de l'armée, sans avoir des révoltes. Et là, va se poser deux questions. La question, c'est le rationnement. Et derrière la question du rationnement va évidemment arriver une autre question, qui est la question du contrôle des prix. Parce que si on laisse les marchés fonctionner spontanément comme ils sont censés fonctionner, eh bien on va avoir nécessairement des prix qui vont exploser. Les classes moyennes populaires en particulier ne pourront plus consommer tout un ensemble de choses qui sont nécessaires à leur survie. En fait, la crise et surtout la Seconde Guerre mondiale pose un problème pour tous les pays qui sont engagés dans le conflit. Mais les États-Unis, c'est encore plus intéressant parce qu'avant même qu'ils soient engagés dans le conflit, ils mettent en place une économie de guerre pour préparer l'armement et la guerre qui va venir. Se pose la question de savoir comment on rend acceptable socialement tout un ensemble de privations qui vont se faire. Et tous les pays admettent qu'il faut contrôler les prix. À tel point qu'aux États-Unis, on va constituer une administration de contrôle des prix qui, en 1945, à la fin de la guerre, va contrôler 90% des prix. Alors, entre parenthèses, cette administration, elle s'appuie aussi sur un conseil, une commission, voilà, qui comprend tout un ensemble de personnalités d'universitaires, personnalités de la société civile, qui vont notamment s'intéresser à panier de la ménagère, si je puis dire. Ça peut paraître un peu trivial, mais c'est absolument essentiel. Il faut que les classes moyennes populaires puissent continuer de manger et d'avoir un minimum de confort matériel, malgré les privatisations que doit entraîner le réarmement. Alors, cette expérience est donc l'antithèse totale du néolibéralisme. C'est-à-dire qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les néolibéraux ont plus ou moins compris qu'ils avaient perdu et qu'on va plutôt vers une forme, de leur point de vue, de soviétisation de l'ensemble de la société. C'est-à-dire que l'État contrôle des prix. Alors bien sûr, ils se disent, bon, il y a à la fin de la guerre, on va revenir au mécanisme d'avant, mais le pli est pris, pardon, si je puis dire. Et c'est pour ça qu'en 1944, Hayek, donc on est en pleine Seconde Guerre mondiale, Hayek vit à Londres à l'époque, donc évidemment il est bombardé, etc. D'ailleurs, en passant, au moment le plus fort de la Seconde Guerre mondiale, on publie des livres, on fait des films, il y a encore des gens qui vont au cinéma. Enfin, je veux dire, la société civile n'a pas disparu, y compris dans un pays en guerre qui a subi les bombardements. Pensez d'ailleurs à l'Ukraine aujourd'hui. On continue de faire des choses en Ukraine, pas que la guerre. Bref. En 1944, donc, Hayek publie un livre qui s'intitule La route de la servitude. Et le cœur du propos de Hayek, c'est de dire, regardez, on a mis en place tout un ensemble d'institutions pour la guerre, ces institutions vont rester, et on ne reviendra pas au système de prix de marché, nous fonçons tout droit, dit Hayek, vers le modèle, une économie asservie, qui va nous conduire au système allemand. Il parle en 1944, dit l'Angleterre, le Royaume-Uni, est en train de prendre la voie qu'a pris l'Allemagne auparavant, et les mêmes causes produisant les mêmes effets, en combattant notre ennemi, eh bien nous devenons comme notre ennemi. Voici le cœur du propos de la route de la servitude. C'est quelque chose de quand même d'extrêmement fort, évidemment. Ce livre va connaître par ailleurs un énorme succès, parce qu'il arrive ensuite, en plus, à être patriote, c'est-à-dire dire moi je veux défendre l'Angleterre, je suis pour les penseurs anglais, je suis contre les penseurs allemands, parce que pour lui il y a toute une mode de pensée. Il faut savoir que l'Allemagne, dès la fin du XIXe siècle, a un système social très avancé, et c'est ça qu'il combat, c'est-à-dire cette étatisation d'une forme d'économie qui va du coup affaiblir le système du marché. Alors, il avait raison. Au moment des 30 Glorieuses, on ne revient pas du tout au système des prix de marché. En fait, c'est l'une des choses que je pense avoir démontré dans mon livre le plus clairement, c'est que les 30 Glorieuses ne sont pas uniquement un régime d'économie keynésienne. Le keynésianisme, c'est l'idée d'intervention de l'État pour réguler, on va dire, la croissance et l'emploi. Le keynésianisme ne s'intéresse pas à la régulation des prix. En fait, il n'y a pas de théorie de la régulation des prix chez Keynes. En tout cas, à ma connaissance, peut-être que je ne connais pas tout Keynes, mais il me semble que je n'ai jamais vu ça chez lui. Or, les 30 Glorieuses sont une époque de contrôle des prix. Pas de tous les prix. Des prix des biens de production. C'est-à-dire les matières premières, l'énergie,
le travail, le capital, les taux de change, les taux d'intérêt. Voilà. Tous ces prix-là sont entre les mains de l'État. Et il contrôle ces prix de plusieurs façons différentes. Parfois, ça se passe à la Maison-Blanche. En 1962, Kennedy pique une crise parce que les industriels de l'acier décident d'augmenter le prix de l'acier. Il dit non, en fait, il ne faut pas augmenter le prix de l'acier. Voilà. Et il menace les présidents, le PDG des entreprises de la sidérurgie américaine de contrôles fiscaux, etc. Très vite, ils disent oh, excusez-moi, on va revenir au prix d'avant. C'est ça, hein, le système des 30 glorieuses aux États-Unis. Mais il y a aussi, alors Galbraith, John Kenneth Galbraith l'explique très bien, il y a aussi des mécanismes d'augmentation des salaires, qui fait que les salaires doivent suivre la hausse de la productivité. Alors ça, j'en parle dans Populisme et néolibéralisme, je raconte un peu ça, mais j'en reparle dans ce livre, parce que c'est intéressant de voir que le fait que les salaires progressent au même rythme que la productivité du travail n'a rien d'un hasard. On a mis en place des institutions pour que les salaires progressent au même rythme que la productivité du travail. Ça passe par les syndicats, ça passe par la Maison-Blanche, aux États-Unis ou le gouvernement français, ou dans tous les pays. À tel point que c'est assez facile de voir que dans les 30 ans qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de progression des salaires, par exemple en Angleterre. J'ai fait le calcul, là, j'ai regardé. Et par contre, après la Seconde Guerre mondiale, oui, les salaires progressent vraiment. Et ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. Autre élément de contrôle, bien sûr, j'ai parlé des prix de l'énergie, c'est important, c'est actuel aujourd'hui. On nationalise EDF, la SNCF, on a des systèmes en France de nationalisation complète. Aux États-Unis, il y a une partie de nationalisation, c'est très peu connu, mais une partie du secteur énergétique est nationalisée au niveau, étatique, des États fédérés, ou alors très régulée. Les mécanismes de régulation du prix de l'électricité sont extrêmement forts aux États-Unis pendant toute cette période. Le pétrole, c'est une énergie extrêmement importante. Alors, il y a des entreprises nationalisées qui interviennent dans le pétrole, semi-nationalisées parfois, en Angleterre en particulier, et puis d'autres qui sont privées. Mais toutes ces entreprises, qu'elles soient nationales, semi-nationalisées ou privées, elles collaborent avec leur État. Et pour une raison simple, que vous alliez exploiter un gisement dans votre pays, il faut une autorisation du gouvernement, ou dans un pays étranger. Alors là, il faut l'accompagnement des services diplomatiques. Eh bien, vous avez toujours besoin de votre gouvernement pour exploiter du pétrole. Et donc, il y a une entente, un peu mercantiliste, hein, si je puis dire, au sens des mercantilistes du XVIIe siècle ou du XVIe siècle, une association mercantiliste entre l'État et les grandes compagnies extractives, qui est d'aller, c'est du néocolonialisme, hein, d'être soutenu par son État pour aller extraire à faible coût en termes de redevances qu'on paye à l'État, mais aussi à faible coût pour les entreprises qui vont utiliser ces matières premières et cette énergie. Et ça aussi, on ne peut pas comprendre les 30 glorieuses si on ne comprend pas que ce qui caractérise les 30 glorieuses, c'est un coût de l'énergie et des matières premières extrêmement faible dans un régime néocolonial. Alors colonial d'ailleurs tout court au début, dans les années 50 et 60. Après il y a une décolonisation, mais ça ne va rien changer. Je dis néocolonial aussi pour les États-Unis. Là, je vous raconte beaucoup les choses du point de vue américain. Ils n'ont pas de colonie au sens strict, mais ils ne vont pas s'empêcher d'aller s'interdire d'aller exploiter les colonies des autres et les gisements qu'ils vont trouver un peu partout. Et donc ce mécanisme-là, eh bien, il garantit en fait des prix très faibles. À la fois les nationalisations de l'électricité, de certaines compagnies pétrolières, Eni en Italie, qui est une entreprise nationale, ces collaborations entre États et industries extractrices. Donc tout ça, ça crée aussi un régime de croissance avec des prix régulés. Et bien sûr, le dernier prix régulé extrêmement important, c'est le prix du capital. On est dans le système de Bretton Woods, donc un système de parité. Alors on dit parité fixe. En fait, il faudrait dire plutôt parité décidée politiquement. Parce que la parité des monnaies, elle est fixe, mais elle est ajustable. Elle est ajustable, on peut l'ajuster de plus de 10% si on a un accord au sein du Fonds monétaire international. Et les États, bien sûr, décident de réajuster leur monnaie assez régulièrement. Et donc on a un système de collaboration sur la gestion des monnaies. Donc les taux de change ne sont pas du tout définis par les marchés, comme aujourd'hui. Et de la même façon, les banques centrales ne sont pas indépendantes, sauf en Allemagne, si vous voulez, pour y revenir, sur le cas allemand qui est un peu particulier.
Et donc le coût du capital, parce que le taux d'intérêt c'est le coût du capital, eh bien il est décidé lui aussi politiquement. Ce que j'essaie de vous expliquer, les prix agricoles aussi sont contrôlés, c'est la politique agricole d'abord française puis commune, qui va permettre de la modernisation de l'agriculture par le principe des prix garantis. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que les 30 Glorieuses ne sont pas un système néolibéral, au sens où les prix les plus importants, les prix des moyens de production, sont décidés politiquement par des autorités politiques. Et là, alors, je dis décidé, je voudrais dire plutôt contrôlé, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr une part du marché dedans, mais on va dire qu'il y a un régime très contraignant. Ce qui n'est pas incompatible avec le principe de la libre entreprise, ce qui n'est pas incompatible non plus avec tout un ensemble de prix qui, eux, ne sont pas du tout régulés, qui sont les prix des biens de consommation. Les entreprises, elles peuvent vendre au prix qu'elles veulent, ce qu'elles produisent pour les ménages. Mais par contre, les entreprises qui produisent les biens de production, c'est-à-dire les biens qui vont servir d'input pour les autres entreprises, là, il y a un contrôle très strict des prix. Et alors, vous voyez, tout ça n'est pas du tout ce que disait Hayek. Ça se rapproche, parce d'un côté, des modèles soviétiques. Et j'ose le dire parce que en Union soviétique, eh bien, il y a une forme de libéralisation, d'automisation d'un certain nombre de responsables en même temps, dans les années 50 et 60, après le stalinisme en quelque sorte. Les responsables d'entreprises étatisées de l'Union soviétique commencent à gagner un peu de liberté. Et John Kenneth Galbraith, dans ce livre que j'ai déjà cité, Le Nouvel État industriel, explique que selon lui, il écrit ce livre en 67 je crois, il tient selon lui, les modèles du capitalisme américain d'un côté et soviétique de l'autre sont en train de se rapprocher et vont converger vers un modèle unique. C'est ça la thèse de Galbraith à l'époque. Je vous dis ça pour vous expliquer à quel point on est éloigné aujourd'hui de ce monde-là. On n'est plus du tout dans ce même monde. Je vous dis ça aussi pour vous dire que, et j'ai volontairement passé de côté, toute la question quantitative de l'État. C'est-à-dire que bien sûr, cette trembleuse, c'est aussi la massification du rôle de l'État. Mais ça, c'est, on va dire, conçu, compris par les keynésiens. Ce qui n'est pas conçu et compris par les keynésiens, c'est ce système de régulation des prix. Même Galbraith, qui l'analyse très bien, n'en fait pas une vertu. Il constate. Il ne dit pas c'est bien que les prix soient contrôlés. Il n'y a pas de théorie des prix en fait chez les économistes. La seule théorie des prix, c'est la théorie néolibérale. Les prix sont justes, sont pertinents lorsqu'ils procèdent des forces du marché. Et alors tout ça pour vous dire que, évidemment, je vais arriver à la fin de mon temps, il faut quand même que je vous parle du déclin et de la chute. Mais rassurez-vous, je vais aller très vite sur la fin. Je voulais surtout m'appesantir sur ce début-là, pour vous dire que bien sûr les 30 Glorieuses vont s'effondrer. Au début des années 70, elles vont s'effondrer de toutes parts. La chute de Bretton Woods, la nationalisation du pétrole par les pays producteurs de pétrole, et puis de toutes les matières premières par les pays qui finissent par sortir d'une forme de néocolonialisme, en tout cas c'est une forme brutale. Il y a peut-être d'autres formes de néocolonialisme qui vont arriver après, mais c'est une autre question. Et en gros, le contrôle des matières premières et de l'énergie par les pays producteurs, la disparition du système Bretton Woods, la libéralisation de la finance qui en est la conséquence, et puis après, dans un deuxième temps, mais qui est la suite logique de ce premier temps, une fois qu'on a admis que les marchés devaient déterminer les prix, alors on va considérer qu'il n'y a pas de raison d'avoir le marché du travail qui ne soit pas libéralisé, donc on va faire des lois de travail, on va avoir des rapports de l'OCDE, mais ça on est dans les années 90 déjà. Et bien plus tard, libéralisation du marché du travail, et puis libéralisation des prix agricoles aussi dans les années 90. Ce qui fait qu'on arrive ensuite, alors tout ça arrive en même temps, c'est-à-dire que la libéralisation de la finance, c'est pas hop, en 74, on libéralise tout et puis c'est terminé. Ça va être un très long processus qui va durer 20 ans, 30 ans même, puisque la révocation de la loi de séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, c'est 99, par Clinton, aux États-Unis. Encore une fois, je raconte ça un peu du côté américain. Voilà, la libre circulation du capital en Europe, c'est 86. Le marché unique se construit dans les années 90. Le marché unique procède justement de cette logique néolibérale des prix de marché. Voilà, et donc on a une période néolibérale qui s'ouvre, je veux dire au début, en 71, on peut dire, avec la fin de la parité or, de la convertibilité en or du dollar, par Nixon. En tout cas, au début, c'est pas une fin, décidée, elle va être décidée qu'en 76, mais en gros, voilà, on commence avec cette crise de Bretton Woods, et puis on se termine, j'ai envie de dire, en 99 avec une dette symbolique, la mise en place du marché unique en Europe, de l'euro aussi, 99, c'est aussi ça, c'est une date symbolique pour ça, et puis, je vous ai dit, la fin de la séparation des banques de dépôt et de
enfin de la finance, on va dire, et des banques de dépôt. Et donc, du coup, bah voilà, ça va durer 8 ans. Si on considère que le néolibéralisme est en place en 99-2000, eh bien, il y a 8 ans de néolibéralisme, et en 2008, eh bien, ça s'effondre. Ça s'effondre à cause de la crise de 2008, ça s'effondre à cause de la crise du Covid, ça s'effondre aussi à cause de la crise énergétique, la crise climatique. Alors pourquoi ça s'effondre? Eh bien, parce que ce qui caractérise, alors je vais aller très vite, je vous renvoie à la lecture du livre, mais même à d'autres lectures que vous pouvez faire, parce que c'est pas des choses absolument inconnues dont je vous parle. C'est que la crise de 2008, c'est une crise systémique, c'est-à-dire une crise du système bancaire et financier. Après la faillite de Lehman Brothers, tout peut exploser aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on peut avoir une faillite complète du système bancaire. Et ça veut dire que tout le monde perd ses économies, les banques, mais aussi les ménages, les entreprises. C'est impossible à gérer. C'est le chaos. C'est Fight Club, vous savez, la dernière scène finale de Fight Club. Vous avez vu ce film, parce que j'ai parlé déjà de Kubrick, je parlais de David Fisher, où il fait exploser tous les grands centres de données des banques, de toutes les banques, pour remettre le monde à zéro. Donc c'est un projet anarchiste, vous voyez, mais vous voyez, David Fisher le conçoit en théorie comme une espèce d'attentat qui va réduire les comptes à zéro, et c'est ce qui menace les États-Unis en septembre 2008. Donc évidemment, l'État ne peut pas laisser faire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va sauver la finance. Comment il va faire pour sauver la finance? Eh bien, il va racheter des titres financiers que plus personne ne voulait. Ce sont les titres subprime. Il va le racheter d'abord par le budget fédéral, puis ensuite par le budget de la... Enfin, le budget, pas de budget, par la réserve fédérale, qui va mener ce qu'on appelle les politiques de quantitative easing. C'est-à-dire qu'il va racheter les titres financiers. Et là se pose la question. Puisque plus personne ne voulait de ces titres, eh bien, il n'avait plus de valeur. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le principe même, le cœur nucléaire de la pensée néolibérale, c'est l'idée que les marchés doivent déterminer les prix. Mais comment les prix sont déterminés sur les marchés? Par l'offre et la demande. Or, quand il n'y a plus de demande, il n'y a plus de transaction. Quand il n'y a plus de transaction, il n'y a plus de prix. Et donc, ce qui se passe, c'est que la crise de subprime, c'est une crise qui relève de l'incapacité des banques à calculer ce qu'elles ont, la valeur qu'elles détiennent. Parce que tout est construit autour du prix de marché. Et s'il n'y a plus de prix de marché, il n'y a plus de prix. Et attention, plus de prix ne veut pas dire aucune valeur. Ça veut dire qu'on ne peut plus quantifier. Si ça vous intéresse, allez voir, vous savez, le communiqué de la BNP d'août 2007. Très connu parce que c'est lui qui a lancé dans les médias la crise de subprime. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Le communiqué de la BNP, je l'ai remis dans le livre d'ailleurs, il dit qu'il est obligé de fermer 3 fonds d'investissement parce qu'il est incapable de calculer la valeur de ces fonds parce qu'il y a l'illiquidité du marché. L'illiquidité du marché veut dire qu'il n'y a plus de transactions. Et donc, on n'a plus de valeur pour les titres qui sont détenus par ces fonds, et donc on ne peut plus rien faire. On est bloqué. Et donc, ce que fait le gouvernement américain lorsqu'il rachète ces titres, c'est qu'il fait des prix négociés. Il va voir les banquiers, ils disent bon ben voilà, je vous achète, alors combien on se fait? Bon, on se met d'accord, on va trouver un prix pour acheter ces trucs. Et une décote bien sûr. Mais, alors évidemment les gens disent mais alors, ils sont en train de sauver les banques en rachetant au-dessus de leur valeur. Mais en fait, comme il n'y a plus de valeur, c'est pas qu'ils rachètent au-dessus ou au-dessous, on ne sait plus quelle est la valeur de ces titres parce qu'il n'y a plus de marché. Alors il y a alors un scandale, les gens vont contester, et du coup on va passer par le bébé à la réserve fédérale qui, elle, va continuer de faire la même chose, à racheter les titres pour sauver le système. Et alors, j'ai regardé là aussi, est-ce qu'ils avaient beaucoup perdu d'argent? Parce qu'à la fin, évidemment, les choses se rééquilibrent, on finit par avoir des acheteurs pour ces titres, et puis les prix se rétablissent. Eh bien, savez-vous que l'État américain n'a rien perdu dans cette opération purement de rachat d'actifs financiers? Il a même gagné de l'argent. C'est-à-dire qu'il a fait des bons investissements. Ce qui veut dire entre nous, ça veut dire aussi une chose, c'est que l'État est parfaitement capable de savoir ce qu'il achète, la valeur de ces titres. Et en fait, on pouvait émettre des hypothèses sur la véritable valeur de ces titres. Seulement, il fallait qu'une autorité le fasse. Or, quand on demande aux gens de racheter, le problème de racheter un titre, vous pouvez être très malin, vous dire, ce titre, en fait, il vaut, je ne sais pas, n'importe quoi, $20. Achetons-le à $20. Mais s'il n'y a pas d'acheteur, et que vous êtes le seul acheteur, vous ne pouvez pas acheter ce titre. Parce que, à qui vous pourrez le revendre s'il n'y a plus d'acheteurs? Donc là, on est typiquement dans une défaillance de marché, j'ai envie de dire une défaillance systémique du marché. Quand il y a une défiance généralisée pour un titre, et que plus personne ne veut l'acheter, alors il ne peut plus y avoir d'acheteur, même s'il y a des gens qui pensent que ce titre a de la valeur.
Donc l'État est le seul à pouvoir acheter les titres. La crise du Covid, je vais très vite, excusez-moi, je suis même trop long, mais bon, la crise du Covid, c'est une crise évidemment où les États doivent... Alors là, c'est typiquement néolibéral. Qu'est-ce qu'ils font les États? Ils sont obligés de fermer tout un ensemble d'activités pour des raisons que vous connaissez très bien. C'est ce qu'on appelle les politiques de... alors nous on dit confinement, les Anglais disent enfermement, lock-in. C'est-à-dire on enferme les gens, alors en fait surtout on ferme les entreprises. C'est ça en fait. Beaucoup de pays anglo-saxons ne vont pas obliger les gens à rester chez eux, ils vont se dire on ferme toutes les entreprises. Donc après les gens restaient chez eux forcément parce qu'il n'y avait plus rien à faire dehors. Qui revenait un peu au même. Donc des politiques d'enfermement, de fermeture des magasins, et là le problème c'est quand on fait ça, on perturbe le marché. Et donc la logique néolibérale c'est de dire il faut éviter de perturber le marché, donc il faut compenser ces pertes par des subventions. Et c'est ce qui s'est passé dans tous les pays développés, qui avaient les moyens de le faire. Dans les pays sous-développés, c'était plus compliqué bien sûr, et d'ailleurs parfois ils n'ont pas pu fermer leurs magasins, et donc il y a eu des drames terribles. Dans les pays développés, on a donc compensé les pertes des commerçants par le budget public. Mais évidemment, ça coûtait très très cher. Et ça veut dire que les États ont dû emprunter énormément. Et pour emprunter, eh bien, il y avait un problème, c'est que s'ils empruntaient trop, ils émettaient beaucoup d'obligations publiques, ça faisait baisser le cours de l'obligation publique, ça faisait augmenter les taux d'intérêt. La menace pour les États, ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas emprunter, il y avait beaucoup d'épargne, mais ils risquaient d'emprunter à des taux d'intérêt élevés. Ils ont risqué de payer cette crise du Covid très très cher. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les banques centrales? Elles ont fait là aussi du quantitative easing. Pas le même que tout à l'heure. Pas racheter des actifs financiers risqués pour leur donner un prix. Cette fois-ci, elles ont racheté des obligations publiques, et massivement, dans le monde entier, pour faire baisser les taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles contrôlent le prix du capital. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un système où le prix le plus important d'une économie, le coût du capital, le taux d'intérêt, il est en partie dirigé par les banques centrales. Et je vais vous dire, aujourd'hui, le quantitative easing a cessé. Il a cessé parce qu'il n'y a plus besoin de faire baisser les taux d'intérêt. Pourquoi il n'y a plus besoin de faire baisser les taux d'intérêt? Parce que le taux d'inflation est tellement haut que de toute façon les taux d'intérêt réels sont négatifs. On dit que les États payent cher, mais alors, regardez, on est à 2,5% en France, de taux d'intérêt des obligations publiques. Mais oui, mais on est à 7% d'inflation. Ça veut dire que ceux qui prêtent à l'État, ils gagnent toujours pas d'argent. Donc c'est pas cher. 7% d'inflation, ça veut dire que le recette fiscale, notamment la TVA, augmente de 7%. Si vos taux d'intérêt ils passent de 0 à 2 et vos recettes augmentent de 7%, je vous garantis que vous êtes gagnant. Et l'État est gagnant de l'inflation. Là aussi, il faut le dire. Les banques centrales, elles ne mènent surtout pas une politique, j'ai envie de dire, à la Volcker. Volcker, c'est le président de la Réserve fédérale qui était là en pouvoir à la Réserve fédérale au début des années 80, fin des années 70, début des années 80. Il a été mis en place par Carter. Et lui, il était imbibé de monétarisme. Il disait le rôle de la Banque centrale, c'est de combattre l'inflation, d'arriver vers la stabilité des prix. À l'époque, aux États-Unis, on a une inflation d'environ 10%. Pour combattre l'inflation selon les méthodes monétaristes, Volcker a décidé de monter les taux d'intérêt de refinancement bancaire à 20%, c'est-à-dire le double de l'inflation. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a une inflation à 8%, 7-8%, les taux d'intérêt, ils sont à 3-4%. Bon, c'est pas du tout la même logique. La hausse des taux d'intérêt aujourd'hui n'est pas une politique monétariste. C'est une politique de rattrapage, on va dire, de l'inflation pour rester dans un système où, globalement, les taux réels sont faibles. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des critiques sur les politiques de hausse des taux d'inflation ne sont pas légitimes. Je dis simplement qu'on n'est plus dans du monétarisme. On a changé de logique. Et les banques centrales, je vous garantis que si l'inflation baisse et si les États ont du mal à se financer, les banques centrales vont à nouveau intervenir pour faire baisser les taux d'intérêt par le rachat massif d'obligations publiques. Elles sont rentrées dans une logique dont elles ne peuvent plus sortir. À tel point d'ailleurs que l'un des problèmes que pose la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne aujourd'hui, c'est les écarts de taux entre les différents pays européens. Les écarts de taux, c'est normal. C'est-à-dire, d'un point de vue de la logique du marché, il est normal qu'on ne traite pas pareil la dette grecque et la dette allemande. Et ça pose un problème de coordination des politiques économiques en Europe. Ça veut dire que les Grecs, ils empruntent beaucoup plus cher, et donc ça crée des problèmes de compétitivité de la Grèce vis-à-vis, par exemple, de l'Allemagne ou d'autres pays avec taux d'intérêt plus faible. Donc que fait la Banque centrale? Eh bien,
elle a mis en place un programme, donc elle a cessé le quantitative easing, c'est-à-dire l'achat massif d'obligations, mais maintenant elle rachète des obligations grecques. Elle met en œuvre une politique qui s'appelle, alors j'ai oublié à chaque fois le terme de cette politique, mais c'est pas grave, elle a été annoncée par Christine Lagarde cet été, une politique donc qui se substitue, on va dire, au quantitative easing de base, quantitative easing qui avait été réaffirmé en décembre 2021, hein, donc au début, enfin l'inflation était déjà là, quand on a dit qu'on va continuer le quantitative easing, en décembre 2021. Puis après, bon, on a dit on va arrêter l'inflation à 10%, ça n'a aucun sens, mais du coup on l'a remplacé par une politique qui vise à harmoniser les taux d'intérêt entre les différents pays, en rachetant des obligations publiques. Donc en fait, la Banque centrale manipule les taux d'intérêt de tous les pays encore aujourd'hui. Donc, on ne fait plus confiance au marché pour décider du prix. C'est ça que je veux dire. On a décidé que finalement, alors reprenons une autre expérience, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, donc la hausse du prix du gaz, l'Europe est coupée du gaz, il faut qu'elle rachète du gaz très cher avec des méthaniers qui viennent de tous les pays, du GNL, le gaz naturel liquéfié. Ça coûte évidemment très cher et du coup ça pose un problème parce que la hausse des prix du gaz et du pétrole, ça avantage la Russie qu'on veut justement avantager. Donc qu'est-ce qu'on fait? On plafonne les prix. On plafonne les prix du pétrole, on cherche à plafonner les prix du gaz et donc on se met à nouveau à contrôler les prix de l'énergie. Regardez le marché de l'électricité créer des prix délirants qui va entraîner la désindustrialisation de l'Union européenne si on continue comme ça. Que fait l'Europe? Elle dit il faut qu'on réforme en profondeur. Hein, c'est Ursula von der Leyen. Ah, je sais, okay. Von der Leyen. Bah, c'est Ursula von der Leyen, c'est ça? Von der Leyen. Von der Leyen. Von der Leyen. Je ne suis pas du tout germanophile. Enfin, j'en ai, excusez-moi, germanophile. Ça y est, j'ai dit espagnol, deuxième langue. Donc voilà. Ursula, voilà. Qu'est-ce que fait Ursula? Elle dit, alors du coup j'ai oublié mon idée. Ah ben j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. En tout cas, elle va contrôler, elle dit qu'il faut contrôler les prix du gaz. Ah oui, il faut réformer en profondeur le marché de l'électricité européen parce qu'il ne fonctionne plus du tout. Parce que les prix qu'ils donnent ne sont pas les prix qui sont adéquats pour notre stratégie industrielle. Et vous voyez, on a jeté complètement le principe des prix de marché. Et finalement, quand est-ce qu'il a duré ce principe des prix de marché? Entre 1999 et 2008. 8 ans, 9 ans. 99, je sais pas, moi je commence à 2000 quand ça fait 8 ans, à 9 ans, si on compte 2000, bref, peu importe. Le néolibéralisme ne fonctionne pas, ne fonctionne jamais, il ne fonctionne pas en économie de guerre, il fonctionne encore moins dans une économie en crise, qui connaît des crises géopolitiques et qui doit sans cesse s'adapter à des nouvelles choses. Je termine, je conclue, je suis trop long, pardon. Du coup se pose une question. Si on accepte l'idée qu'on ne peut pas faire de calcul rationnel fondé sur des prix de marché. La question se pose de savoir comment on prend nos décisions. Tout à l'heure, je vous expliquais la logique néolibérale. Et vous savez, je ne veux pas vous prendre à partie comme ça, puis madame n'est pas encore là. Mais on était tous d'accord que c'était rationnel, cette façon de penser. De dire, l'État ne peut pas... Mais je vous invite à discuter après. L'État ne peut pas à la fois décider de prix et décider des choix qui sont basés sur un calcul de quantification de la valeur. On ne peut pas être à la fois juge et partie. Cette théorie néolibérale ne fonctionne pas. Je crois aussi qu'on est d'accord. Je veux dire, elle n'a pas fonctionné pendant la Seconde Guerre mondiale, elle ne fonctionne pas pendant les crises actuelles. Et puis, en fait, quand on l'a mise en place, on est arrivé sur la crise du subprime, ça n'a pas fonctionné non plus dans la finance. Donc ça ne fonctionne jamais. Mais du coup, on se retrouve avec le problème de base. Comment fait-on pour faire des choix économiques rationnels? Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière le néolibéralisme? Alors, je ne sais pas. Évidemment, je ne sais pas. Et par ailleurs, le néolibéralisme n'est pas terminé complètement. Je pense que sa logique et son fondement intellectuel est terminé. C'est-à-dire que plus personne... Enfin, on accepte maintenant de penser que tous les prix ne doivent pas relever des marchés, et la preuve, voilà, on le voit partout. On accepte aussi de dire que le libre-échange, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Regardez les États-Unis, regardez même ce que dit Macron, il parle d'un Buy European Act. C'est terminé la mondialisation, la papa des années 90. Quoi. On est en train de rentrer dans une autre logique. Mais quelle est cette autre logique? Qu'est-ce qui va déterminer les actions des uns des autres, les décisions et les choix collectifs qu'on va faire? Alors moi j'ai vu 3 scénarios en conclusion du livre.
Le premier scénario, alors c'est celui que raconte Wolfgang Strick, qui est de dire le néolibéralisme est incompatible avec la démocratie. Alors c'est un sociologue allemand qui vous connaissez peut-être, qui est un très brillant, qui écrit des livres assez difficiles. Il a écrit un livre en 2016 en anglais, il n'a pas été traduit en français, qui s'appelle La fin du capitalisme. Et dans ce livre, il dit, voilà, le capitalisme néolibéral, mais il parle de capitalisme plutôt de néolibéralisme, mais il parle de néolibéralisme aussi, il est incompatible avec la démocratie. Et ça crée des tensions très fortes, sociales très fortes, et ça détruit un certain nombre d'institutions. Alors je suis d'accord avec lui, c'est d'ailleurs l'objet du livre précédent, Populisme et néolibéralisme. Lorsque le néolibéralisme s'étend, il détruit les institutions sociales qui déterminent, qui construisent la société. Et donc, nous dit Wolfgang Strick, eh bien, cette dynamique néolibérale va sans doute se radicaliser, qu'on aura du mal ensuite à reconstruire de nouvelles institutions, parce qu'il y aura une perte de confiance, une incapacité des sociétés à créer un ensemble de règles pour vivre collectivement. Et donc, lui, il parle d'un effondrement, en fait, de civilisation. Il parle de la fin des institutions et d'une société désocialisée en quelque sorte. C'est évidemment un scénario apocalyptique. Alors, je ne crois pas que c'est ce scénario qui va arriver, mais je tenais quand même à le citer parce que je le trouve intéressant, à la fois intellectuellement et que se passerait-il dans une société désinstitutionnalisée où elle serait réduite à des individus en quelque sorte, non liés entre eux par quoi que ce soit. Tournés vers leur intérêt personnel, un peu une forme radicalisée du néolibéralisme. La deuxième, mais qui ne serait pas du néolibéralisme, parce que le néolibéralisme implique un État quand même qui organise le marché. Le deuxième scénario, c'est celui auquel je pense qu'il est le plus probable. Alors, ce deuxième scénario, il fait intervenir une autre question qui est la question climatique et l'épuisement de nos ressources. Je crois que, enfin, c'est ce que disent un certain nombre de chercheurs. Je crois que l'abondance des ressources en énergie, des ressources naturelles, est derrière nous. Je pense qu'on est déjà arrivé au choc pétrolier. Alors, le choc pétrolier conventionnel, c'est le pic pétrolier conventionnel, on nous dit c'est dans les années 2000. Le pic pétrolier global, c'est-à-dire qui intègre tous les modes non conventionnels d'extraction du pétrole, parfois on nous dit c'est aujourd'hui. On y est. On ne pourra plus augmenter la production de pétrole. Je ne sais pas si c'est vrai, mais de toute façon, un jour ou l'autre, on arrivera non pas à l'épuisement du pétrole, mais à l'épuisement économique de l'extraction de pétrole, ce qui est deux choses différentes. Il peut y avoir du pétrole, mais on ne saura pas l'extraire de manière économiquement rentable. Pareil sur un certain nombre de mines, de minerais, voilà. Donc, cette tension sur les ressources naturelles, qu'est-ce qu'elle peut entraîner ? J'ai envie de dire spontanément, une société avec des institutions faibles, avec des pouvoirs politiques qui ne sont pas très légitimes, ça va spontanément entraîner des rapports de pouvoir pour acquérir ces ressources. Et ces rapports de pouvoir, eh bien, ils vont se construire selon un modèle. Si j'ai le pouvoir, si j'ai cette ressource, eh bien, je la distribue à mes copains et j'en exclus les gens qui ne me soutiennent pas. Ça, c'est typiquement un système féodal. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir, je crée un réseau d'affiliés, un réseau de personnes qui me sont redevables, et je leur demande l'allégeance en échange de mon soutien avec les ressources naturelles qui deviennent rares. Et voilà. Et la gestion des pénuries, pour moi, spontanément, elle va vers cela. Et comme le néolibéralisme a déjà beaucoup affaibli les institutions démocratiques, eh bien, je crois que ce qui est devant nous, c'est peut-être un système qui va caractérisé par plus d'autoritarisme, moins d'état de droit, parce que l'état de droit c'est la règle, alors que le féodalisme c'est pas le règne de la règle, c'est le règne des hommes, c'est-à-dire c'est les hommes qui décident et qui attribuent les ressources qu'ils ont et les pouvoirs qu'ils ont à certains de leurs copains. Et d'ailleurs, bien sûr, là-dessus je m'inspire de Soupio que vous allez recevoir bientôt, je crois, et d'autres, un économiste qui s'appelle Cédric Durand qui a écrit un livre sur on pourrait l'inviter parce qu'à mon avis il est très intéressant, son livre sur l'économie numérique qui s'appelle Critique de l'économie numérique, faire un techno-féodalisme. Et lui il pense que l'économie numérique c'est un système féodal en fait, et je trouve qu'il a beaucoup d'arguments très intéressants pour le dire. Et donc on est déjà en fait en train de basculer dans ce système-là. Le néolibéralisme est caractérisé par le principe de l'état de droit, de l'absence
d'arbitraire d'un point de vue du politique. Et un système économique qui fonctionne sur la pénurie, pour moi, il risque d'affaiblir l'état de droit et de faire revenir ces logiques féodales dans nos sociétés. Et maintenant, troisième scénario, qui est le scénario que je propose, qui est l'idée d'organiser une économie démocratique. Et c'est là où je pense, alors, je n'ai pas, il faudrait un livre entier pour expliquer ça, mais à la limite, je crois même qu'un économiste n'a pas vocation à construire un modèle de société. Il a juste vocation à donner quelques idées pour que d'autres, peut-être, construisent des modèles de société. Mais j'ai réfléchi simplement à une question simple. Comment organiser démocratiquement le rapport entre société et marché? Et j'en ai lu 4 grands principes que je vais très brièvement vous évoquer, puis je terminerai là. Le premier principe, c'est d'abord de gérer le problème de la transition écologique. Parce qu'une économie extractive est condamnée, au bout d'un moment, à ne plus pouvoir extraire, au fur et à mesure que les ressources s'épuisent. C'est un modèle qui n'est pas soutenable à tout point de vue. Et donc il faut passer à une économie circulaire. Et donc le grand enjeu de tout système économique démocratique sera la soutenabilité sociale et écologique de nos systèmes économiques par l'introduction d'un système d'économie circulaire. Et à ceux qui pensent que c'est utopique, je vous rappelle que la nature sait très bien le faire. Parce que toute la biosphère procède de l'économie circulaire. Tous les déchets organiques se transforment en ressources pour de nouveaux organismes vivants. C'est ce qui caractérise la biosphère. C'est pour cette raison qu'elle a vécu, qu'elle existe depuis des centaines, des milliards d'années sur Terre. Et alors je ne dis pas que nous sommes capables, et elle fait ça avec l'énergie, avec une énergie propre qui est l'énergie solaire. Toute la biosphère est fondée sur l'énergie solaire. Donc je ne dis pas que nous serons capables de faire la même chose, mais je pense qu'il faut tendre vers cela, vers un modèle d'économie circulaire. Et ça, c'est le rôle du politique de l'organiser, et ça ne peut pas se faire par le marché. Ça ne peut pas se faire par le principe du prix de marché, parce que les individus qui se coordonnent pour acheter et vendre ne peuvent pas planifier pour le collectif. La décision individuelle d'achat n'est pas une décision politique. Elle ne peut pas être considérée comme une décision politique et comme une décision stratégique. Quand j'achète quelque chose, je ne suis pas en train de voter. Et donc organiser et planifier cette transition écologique nécessite de sortir du marché, et tout système économique doit répondre à cette question fondamentale. Deuxième principe, les marchés ne doivent s'occuper que des marchandises. Alors ça suppose de définir ce que c'est que marchandise. En fait, le néolibéralisme, comme il veut déterminer des prix de manière objective, il va tout gérer comme une marchandise. C'est ce que Polanyi parle lorsqu'il parle de marchandise fictive. Il dit le travail n'est pas une marchandise pour Polanyi, mais il est géré comme une marchandise, parce que si on n'a pas un système complet de marché, on ne peut rien faire comme calcul économique. Ça, Polanyi ne le dit pas, parce que ce n'est pas sa question, mais moi je la rajoute, parce que c'est la question des néolibéraux. Et donc les néolibéraux, ils vont tout traiter comme une marchandise. Et ça va évidemment engendrer d'énormes problèmes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une marchandise? Une marchandise, c'est ce qui a été produit dans le but d'être vendu. J'aime bien cette définition parce que finalement elle est très claire, très simple. Et ça veut dire qu'il faut que pour qu'on ait une marchandise, qu'il y ait une production. Et ça exclut donc toutes les richesses naturelles. Eh oui, parce que les richesses naturelles ne sont pas produites, elles sont extraites. Et la différence, c'est qu'on ne peut pas les reproduire et qu'elles s'épuisent. Et donc, si un truc qui s'épuise, qui n'est pas reproductible, ne peut pas être considéré comme une marchandise. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème, parce qu'une richesse naturelle, comme c'est extraite, c'est le coût d'extraction qui détermine le coût de production, mais on ne prend pas en compte le coût de non-reproductibilité, justement, et du fait que cette richesse s'épuise. Donc la première chose, c'est que ce qui n'est pas produit ne peut pas être considéré comme une marchandise. Et puis il y a aussi des choses qui sont produites, mais pas dans le but d'être vendues. Et ce n'est pas non plus des marchandises. Par exemple, le travail. Le travail, c'est, on va dire, c'est le temps humain. Les êtres humains sont produits. On les reproduit tous, voilà. Mais pas pour être vendus. On ne fait pas des enfants pour les vendre. Donc on n'est pas ici avec une marchandise. Donc le temps humain, le travail, ne peut pas être considéré comme une marchandise. La monnaie, le capital, la terre, bien sûr, n'est pas produite, voilà, donc elle ne peut pas être une marchandise. Et puis les services publics n'ont pas été produits dans le but d'être vendus, donc la santé, tout un ensemble de choses. Et donc s'ils n'ont pas été produits pour être vendus, ils ne peuvent pas être considérés comme une marchandise. Donc déjà, si on pose ce principe-là, le marché ne doit s'occuper que des marchandises, alors on exclut tout un ensemble de biens, notamment beaucoup de biens de production, de la logique marchande, et je pense qu'on ne peut pas construire une société durable et démocratique sans poser déjà ce principe. Troisième principe, l'État doit s'occuper d'abord de tout ce qui n'est pas marchandise du coup.
puisque le marché ne s'en occupe pas. Donc tous ces biens qui ne sont pas des marchandises doivent être déterminés par l'État. Il doit aussi organiser la planification écologique, qui était le point numéro 1, et ça c'est une responsabilité très importante, et dans cette responsabilité, il va sans doute falloir qu'il s'occupe aussi de certaines marchandises qui sont stratégiques et qui doivent être régulées autrement que par le marché. Et puis il y a des objets qui sont des marchandises, mais qui remplissent une fonction sociale qui fait qu'il n'y a pas de raison de les laisser au marché. Alors, je vous prends un exemple, le livre. Le livre, c'est une marchandise dans la définition que je viens de donner. Ça a été produit dans le but d'être vendu. Il n'y a pas un seul auteur qui écrit un livre, pas pour le vendre. Et pareil, un éditeur. Donc c'est une marchandise. Mais on a en France une loi qui s'appelle le prix unique du livre. On a une régulation des prix du livre. Et honnêtement, ça ne pose problème à personne. C'est une loi consensuelle. Et bien, c'est très bien. Laissons ça, laissons l'État intervenir dans certains produits. On pourrait penser aux médicaments, qui sont aussi des prix régulés, et qui sont des marchandises, les médicaments. La santé n'est pas une marchandise, le médicament, c'est une marchandise, parce que c'était produit dans le but d'être vendu. Mais on a le droit, pour des raisons, évidemment, de société, sociale évidente, de contrôler les prix des médicaments. Les produits alimentaires, pareil, on a eu des époques de contrôle des prix agricoles, et c'est pas absurde, même si les produits agricoles sont aussi des marchandises. Vous voyez, dans la définition, on a le droit de contrôler les prix. Donc en fait, l'État, il a beaucoup de choses à faire. Ça ne veut pas dire que le marché va disparaître, mais il doit contrôler un certain nombre de choses. Et puis, dernier principe, réencastrer l'économie dans la démocratie. Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu la conclusion des 3 premiers principes, mais il faut un peu préciser comment faire pour... qu'est-ce qui doit prévaloir dans la démocratie pour contrôler le marché. Et là se pose la question de la légitimité. Pour moi, la question la plus importante. Finalement, les prix de marché, ils sont légitimes parce qu'ils procèdent de cette idée que chacun peut participer au marché. Et ce qui rend la démocratie légitime, c'est aussi que chacun peut participer à l'exercice démocratique. Mais parfois se pose la question de savoir, mais si Macron dit un truc, est-ce que c'est légitime? Si une telle personne qui est censée me représenter fait quelque chose, est-ce que c'est légitime? Et si l'Union européenne décide de quelque chose, est-ce que c'est légitime? Quel est le niveau de légitimité pertinent? Et là, ici, je parle des frontières. C'est-à-dire, à quel niveau la démocratie doit-elle s'exercer? Et là, j'ai envie de dire, il y a une règle simple, qui est qu'il faut regarder société par société. Qu'est-ce qu'une société? C'est un ensemble d'individus organisés par des institutions. Et les institutions, elles existent partout. Il y a des institutions à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, à l'échelle locale, à l'échelle nationale. Mais il faut se poser la question, quand on se pose la question de la légitimité, parce que se pose la question de oui, mais s'il y a une décision qui est prise à l'échelle locale, et une autre décision qui est prise à l'échelle nationale, et puis encore une autre décision qui est prise à l'échelle européenne, quelle est celle qui est légitime? Eh bien, la question pour moi, elle est simple. Il faut regarder le niveau où il y a le plus d'institutions sociales, où on va dire il y a une forme de cohérence culturelle suffisamment forte. Donc, institutions sociales, je ne parle pas ici uniquement des institutions politiques ou juridiques, je parle évidemment de la culture, des habitudes, de la langue, de la manière dont les gens interagissent les uns avec les autres. Et là, ça revient à une question sur le souverainisme. C'est-à-dire, pour moi, le souverainisme n'est pas en soi justifiable par nature. Tiens, à l'échelle nationale, c'est là que tu dois prendre ces décisions. Je pense qu'il faut aller au-delà et dire pourquoi l'échelle nationale est la bonne échelle. Eh bien, en France, c'est simple, parce que le débat dans lequel les gens se font, le débat démocratique, n'a lieu qu'à cette échelle. Il n'existe pas de grands médias locaux ou de grands médias européens que les gens regardent. Les gens regardent les médias nationaux, beaucoup. Et lorsqu'ils regardent les médias locaux, ils s'intéressent aussi à la question nationale. Lorsqu'on fait des compétitions entre clubs de foot qui émanent de certaines villes, il y a moins d'effervescence populaire que lorsqu'il s'agit de matchs de foot avec l'équipe nationale. Donc, pour la France, par exemple, la question est évidente. Et elle n'est pas tranchée, je veux dire, d'un point de vue dogmatique. Elle est juste à regarder comment fonctionne la France et à regarder que c'est l'échelle nationale qui coordonne l'essentiel des relations sociales. Dans un pays comme l'Espagne, ça pourra peut-être être autre chose. La réponse pourra peut-être être, à l'échelle régionale, à l'échelle des États fédéraux, je ne sais pas si c'est des États, des communautés, des généralités, voilà, pardon. C'est peut-être ça le niveau. Je ne vais pas définir la chose pour l'Espagne, parce que c'est à eux de trancher. Je ne suis pas spécialiste, mais voilà, se pose la question, la démocratie, qu'est-ce qu'elle implique concrètement si on veut qu'on contrôle l'économie? Si on veut qu'elle contrôle l'économie, il faut qu'elle soit légitime.
Et pour qu'elle soit légitime, il faut qu'elle s'appuie sur les institutions sociales. Il n'y a pas de démocratie éthérée. C'est pas juste on vote et hop, la démocratie émerge spontanément. Il n'y a pas de vote légitime si derrière, avant, il n'y a pas eu un débat. Et il n'y a pas de débat s'il n'y a pas de gens qui parlent entre eux. Et il n'y a pas de gens qui parlent entre eux s'il n'y a pas un sentiment d'appartenance collective. Voilà, je suis désolé, j'ai beaucoup dépassé mon temps. J'ai terminé pour vous dire que c'est ça que je veux. Voilà, et c'est les premières fois que je fais vraiment des propositions dans un livre. Et c'est ces grands principes que j'aime vous développer. Merci. Merci beaucoup, David. Le débat est ouvert, je vous en prie. Pierre-Henri, je commence par une question peu technique, mais qui est dans le prolongement du début de votre introduction. Donc vous avez dit que ce n'est pas aux économistes d'établir des modèles de société, c'est vrai. Par contre, c'est aux économistes de conceptualiser, de créer, d'animer des écoles de pensée, en fait de renouveler la doctrine. Est-ce que finalement c'est pas ce qui manque aussi pour accélérer la fin du néolibéralisme et puis éviter les scénarios les plus pessimistes que vous évoquez, c'est d'avoir en fait une doctrine de substitution. Et là on peut même s'appuyer sur la manière dont s'est installé le néolibéralisme à une époque où les politiques qui se déresponsabilisaient avaient besoin aussi de s'appuyer sur des techniciens, et les économistes avec les doctrines clés en main ont joué ce rôle-là. Et puis d'ailleurs, vous soulignez, c'est intéressant dans votre livre, que l'influence qu'a pu avoir la nobélisation de Milton Friedman et de Frédéric Hayek, alors que leurs œuvres étaient datées déjà, mais qui sont intervenues à des moments clés, ou même de Jean Tirole après la crise des subprimes. Merci. Du coup, vous avez lu mon livre. Ah oui. Non, mais j'étais pas sûr que tout le monde. Enfin, je suis sûr que tout le monde n'a pas lu. Non, mais je peux rien dire à part que je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai décidé qu'il fallait que je dise des trucs. Voilà, à la fin, des trucs constructifs. Je ne pouvais pas arrêter le livre en disant regardez ce qui nous attend après le néolibéralisme, c'est pire que le néolibéralisme. Honnêtement, c'était mon idée première. Je voulais dire la fin du néolibéralisme, c'est pire que ce qu'on a maintenant. C'est quand même piétonné aux gens qui réclament la fin du néolibéralisme. Et en même temps, en écrivant le livre, justement, j'ai réalisé que cette époque des Trente Glorieuses était intéressante et qu'elle nous donnait des clés de compréhension. Alors, pas tout, c'est pas tout. On ne peut pas refaire du néocolonialisme, hein, bien sûr. Et ça pose aussi des problèmes. C'est pas des problèmes au sens moral, c'est des problèmes au sens technique. C'est-à-dire comment on fait pour garantir des prix des matières premières cohérents avec notre volonté politique alors qu'on est dans un monde divisé. Pour ça, alors moi je dis à la fin de mon livre, il faut que ce soit géré à l'échelle internationale, les ressources naturelles, tout le monde a des ressources, on devrait pouvoir s'entendre avec des systèmes de partage, de don contre don, mais c'est très utopique. Peut-être que ça... Enfin, à mon avis, on sera obligé d'y arriver si on veut réussir à construire un monde durable. Voilà. Et donc, oui, je me suis dit, puisque finalement il y a des éléments clés déjà qui coexistent, puisque quand on étudie l'économie de guerre, on voit qu'il y a eu des choses positives qui ont été faites à ces moments-là. Je sais, c'est horrible de parler de guerre positive, mais l'économie de guerre mise en œuvre par Roosevelt, par exemple, c'est un moment où Roosevelt, pas lui, la commission dont vous avez parlé, qui s'intéresse à comment approvisionner les armées correctement, s'intéresse au temps de travail dans l'industrie militaire. Et elle dit qu'il ne faut pas que l'armée américaine commence à contracter avec des entreprises qui dépassent les 40 heures par semaine. Moi, honnêtement, je ne vois pas Macron faire ça. Ben non, mais c'est-à-dire que Macron dirait on est en guerre, il faut qu'on se mette tous d'accord, il faut qu'on travaille 50 heures par semaine, 60 heures par semaine. Alors que l'administration Roosevelt, elle avait conscience que justement parce qu'on était en guerre et parce que la question était des efforts immenses qui étaient demandés à la population, il fallait les atténuer par une politique sociale. Il y avait aussi d'ailleurs l'absence de discrimination vis-à-vis des Noirs américains. Mais ça, on va dire, c'est un peu évident. On ne va pas regarder la couleur des peaux quand il s'agit de construire des armes. Mais l'idée de limiter le temps de travail, voilà, j'ai trouvé ça, je suis tombé sur une archive, j'ai trouvé ça extraordinaire, que cette question soit au cœur du modèle qu'il voulait proposer. Et donc quand on regarde un peu ça, on se dit, il y a quand même des idées à prendre. Et par ailleurs, la réalité, c'est que les prix contrôlés par les États, ça a super bien fonctionné. Enfin, les 30 Glorieuses, ça a été le moment de croissance le plus fort dans tous les pays du monde capitaliste. Donc, quelque part, ça démontre que Hayek et Mises avaient tort. Et c'est marrant parce que leur modèle a beau être en théorie sur le papier très bon, en pratique, c'est l'horreur, ça ne marche pas. Et quand on n'a pas fait les choses selon ce modèle, ça a super bien marché. Et je trouve que
c'est à la fois pour dire que oui, la doctrine est nécessaire, en même temps, il n'y a pas besoin de la chercher très très loin, puisqu'il y a déjà des choses qui ont été faites qui sont utilisables. Et voilà, et donc, si on veut effectivement sortir par le haut du libéralisme, il faut effectivement proposer des choses. Moi, je crois à ça. Je vous l'ai dit, je crois aux idées finalement. Donc il faut qu'on les remette en œuvre. Oui, pardon. C'est dans le même registre. Les 30 Glorieuses sont aussi une économie de guerre. Mais oui. Guerre froide. Oui, ah oui. On a tendance à, enfin les éléments les plus jeunes de notre pays ont tendance à l'oublier en disant c'est formidable, quelle liberté, quelle joie, le rock'n'roll. Mais c'était aussi, je leur dis, le film Docteur Folamour. Ouais. Quand on a vu ça, on se disait c'est peut-être pour la nuit prochaine. Bon. Donc il y avait cette la stratégie de la terreur, dont tout le monde parlait dans tous les journaux, à chaque budget militaire américain. Les Américains disaient c'est épouvantable, les Russes vont tout envahir. Les Russes étaient à 2 étapes du Tour de France. Enfin, c'était des choses dont on parlait tout le temps. Et il y avait des conséquences. D'abord, dans la fabrication de matériel de guerre de toutes sortes, avions, bombes, sous-marins, etc., etc. Et le fait aussi que, comme c'était aussi le communisme, l'idéologie communiste qui était à l'Est, il ne fallait pas qu'il y ait trop de communistes dans le pays. Donc on faisait très attention. C'est une des raisons pour lesquelles on faisait très attention aux mesures sociales. On indexait les prix sur les salaires parce qu'on disait, si on ne le fait pas, les communistes qui sont déjà à 20%, ils vont être encore plus et finalement, bon, ils vont prendre le pouvoir. C'était des raisonnements parfois simples, il y avait une peur injustifiée, bien sûr, mais il y avait des contraintes, en fait, qui étaient psychologiques, qui étaient politiques également, qui faisaient qu'on faisait très attention à, justement, aux équilibres sociaux, à éviter de trop grands déséquilibres sociaux. Oui. Et après la chute de l'Union soviétique, c'est quelque chose qui a disparu. On s'est dit, c'est la fin de l'histoire, c'est maintenant le marché mondialisé, et il n'y aura plus de guerre, etc., ou des toutes petites guerres qu'on gère comme ça, de très très loin. Et donc on a pu effectivement prendre beaucoup de liberté avec la protection sociale. Mais sinon, les 30 Glorieuses, c'est... D'ailleurs, il y a des guerres de toutes sortes. Hein. Nous, on vit en guerre jusqu'en 1962, ce qu'on a tendance à oublier, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, et c'était pas rien, surtout la guerre d'Algérie. Mais la guerre du Vietnam, d'autres... Mais la guerre du Vietnam a été une guerre, effectivement, très, très prenante, très angoissante pour l'Europe tout entière. On se demandait si ça n'allait pas aller trop loin, quoi. Si on n'allait pas à une confrontation, puis il y a eu on ne va pas refaire toute l'histoire, mais ça a eu des implications économiques sur le contrôle justement des prix, sur la politique des salaires, qui ont été très importantes et qu'on a complètement oublié aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai, et en même temps, pardon, oui. Pour répondre très rapidement, en même temps, le néolibéralisme commence dans les années 70, c'est-à-dire il précède la fin de la guerre froide. Alors c'est vrai que dans les années 80, l'Union soviétique a moins, on va dire, la pêche, on va dire, que dans les années 60. Mais, comment dire, et c'est vrai aussi que le néolibéralisme s'accélère complètement dans les années 90. La fin de l'histoire, la mondialisation heureuse, enfin, les années 90, c'est quand même des années particulières au niveau de la mise en œuvre accélérée du néolibéralisme. Et ça commence avant quand même. Et je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais voilà, je nuancerai aussi un peu dans le sens où la crise de Bretton Woods, la libéralisation de tout un ensemble de marchés financiers, c'est avant la fin de la guerre froide, mais dans un moment où peut-être l'Union soviétique était moins puissante. Par contre, c'est vrai que l'attaque sociale des travailleurs, ça date plutôt des années 90. C'est-à-dire que la libéralisation des marchés du travail, les réformes des retraites, etc. Tout ça arrive effectivement après la chute de l'Union soviétique. Mmh. Oui, un mot pour prolonger la réflexion qui a eu lieu, notamment de Bertrand, sur l'économie de guerre et l'économie de guerre pendant la période de paix après 1945. Il y a un mot que vous n'employez pas, mais
d'autres économistes emploient, ça s'appelle la planification. Bien sûr. Alors je l'emploie dans le... Il faut de nouveau planifier. C'est un mot oni, mais il va être nécessaire. Je suis d'accord. Saint-Pierre écrit un livre Tout à fait. décisif en la matière. Et j'en parle, alors pas du livre de Jacques Sapir parce que il est paru après que mon livre soit écrit, mais la planification, alors il y a deux planifications. Il y a la planification soviétique et la planification française. J'ai envie de dire même il y a trois planifications, il y a aussi la planification américaine. La planification soviétique, c'est ce que j'ai décrit, c'est-à-dire, voilà, on planifie tout. Il n'y a plus beaucoup d'autonomie, on va dire, dans l'économie. La planification française, c'est la planification indicative. Donc, c'est une planification qui vise à organiser des concertations et des projets. Alors, Jean-Pierre Dupuy a écrit aussi sur la planification, et ce qu'il a écrit, ma connaissance de la planification vient de lui, des travaux de Jean-Pierre Dupuy, qui sont extrêmement intéressants dans un livre notamment qui s'appelle L'avenir de l'économie. Voilà. Mais il explique que la planification française, c'est proposer un idéal suffisamment ambitieux pour être motivant et suffisamment réaliste pour être crédible. Et en fait, ça c'est typiquement un mode de fonctionnement qui n'est pas celui du marché. Et c'est vrai que quand on regarde la manière dont les autorités américaines ont géré la crise du subprime et la faillite de Lehman Brothers, eh bien c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elles vont voir les industriels et les banques et leur dire bon voilà, faut qu'on trouve un système pour éviter la crise systémique ou pour éviter l'effondrement de l'industrie automobile. Comment on fait et c'est des systèmes de négociation qui existent d'ailleurs encore aux États-Unis, alors qu'en France ils ont été totalement dévitalisés, et en Europe aussi. Parce que le marché a vraiment supprimé tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Parce qu'un système d'économie planifié à la française ou à l'américaine, j'adorerais, passe par des corps intermédiaires. Il faut que l'État discute avec sa population à partir des groupes d'intérêt, des syndicats, des chefs d'entreprise, des agriculteurs, tout un ensemble du monde culturel, etc., pour coordonner avec eux son action. Parce que bien sûr que la démocratie, c'est pas juste, encore une fois, le vote et puis hop, c'est décidé, quoi. Aux États-Unis, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et ça n'a jamais été totalement démantelé, contrairement en Europe. Donc, on a encore un président américain qui peut convoquer les chefs d'entreprise, discuter avec eux. Hein, c'est le dernier plan, là, le Inflation Reduction Act, qui... clairement, alors on ne sait pas, je ne connais pas les coulisses, mais clairement, il est allé voir les chefs d'entreprise de l'industrie automobile, puis il a dit bon, qu'est-ce qu'il vous faut pour réindustrialiser chez nous? Ils ont dit il faut des subventions, tiens, Banco, allez, on va subventionner toutes les batteries, toutes les voitures qui sont fabriquées avec des batteries sur place. Voilà, c'est comme ça que fonctionne encore aujourd'hui le gouvernement américain. Donc ça, c'est cette planification américaine, c'est une planification qui est basée sur, on va dire, la concertation des parties prenantes, directement prise par la Maison-Blanche, le président qui décide en convoquant les chefs d'entreprise. Galbraith, qui était le conseiller économique de Kennedy, en parle très très bien dans ses livres. Galbraith qui a commencé sa carrière justement au contrôle des prix, dans l'administration qui contrôlait les prix pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a vécu ça aussi de l'intérieur. Guillaume, C'est une sorte de planification anarchique en quelque sorte. Anarchique? Non, Monarchique. monarchique. Ah. c'est un concept que nous n'utilisons pas ici. J'en reviens à ce que vous disiez un peu plus tôt. Vous expliquez qu'effectivement la période néolibérale pure, c'est 9 ans, 99-2008, Voilà. Et qui vous dites qu'il y a eu un retour court du néolibéralisme au moins la gestion, ça a été le Covid, où effectivement les subventions la pensée des gouvernements a été justement de financer les pertes potentielles du marché, puisque le marché ne pouvait plus pourvoir au fonctionnement. Et surtout en ne supprimant pas les prix Et en ne supprimant pas les contrats. C'est pour ça que je dis, il sauve. Excusez-moi parce que j'ai pas été très clair sur ce côté-là. Justement, c'était une question. Il sauve le marché en n'utilisant pas tout un ensemble d'instruments qu'il aurait pu utiliser, auquel il a renoncé.
par exemple, nationaliser l'industrie pharmaceutique ou imposer des prix du vaccin. Enfin, moi, je trouve le truc hallucinant. Pfizer nous vend des 10 € la dose. Israël renchérit en disant « mais moi, j'achète encore plus cher et en plus, vous pouvez faire des études chez nous. » Et au lieu de faire ce que fait les États-Unis, c'est-à-dire interdire l'exportation de matériel médical, au lieu de dire, écoutez, ce que fait le Royaume-Uni par exemple, dire, écoutez, avec AstraZeneca, le Royaume-Uni dit, les doses ne seront pas chères, voilà, sinon on ne vous finance pas. Non, nous on a tout financé et on a payé à plein pot. Alors je dis nous en Europe, parce que tout ça c'est fait à l'échelle européenne. On a été, alors ça c'est pas de nationalisation, donc ça fait nulle part, pas de contrôle des prix, ça s'est fait un peu au Royaume-Uni, mais c'était pas fait en Europe, pas de contrôle des frontières et des mouvements de la vente et des achats de marchandises, ça s'est fait aux États-Unis, pas en Europe. Et puis indemnisation pour tous les commerçants. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Par exemple, au moment où il y a l'effondrement de l'économie de 2020, il y a plein de diplômés, moi j'en connais, je suis prof, qui rentrent sur le marché du travail, il n'y a pas d'offre, il n'y a même pas d'offre de stage. Alors qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Il fait des incitations financières. Alors ça, on est typiquement dans le régime néolibéral. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Recruter. Pour des contrats à 6 mois, à 1 an, dans les écoles, des étudiants qui sortaient et qui n'avaient rien. Et qu'on a laissé complètement le bec dans l'eau. Ça c'est un des trucs les plus dramatiques qui a été fait. Peut-être la jeunesse qui était diplômée en juin 2020, ou en septembre ou octobre 2020, enfin, je parle de la jeunesse qui sort de DUT, qui sort de master, qui sort d'école de commerce ou je ne sais quoi, ils se retrouvent avec pas de marché du travail. L'État, pas de stage, rien, parfois ils ne pouvaient même pas terminer un diplôme, l'État aurait dû les prendre en stage, en emploi, pendant la période de durée de confinement. Et ça, il ne l'a pas fait du tout, quoi. Donc, oui, c'est une méthode de management néolibérale, le quoi qu'il en coûte, tel qu'il a été fait. Parce que plutôt que de distribuer des milliards pour recruter des gens, on a distribué des milliards à des entrepreneurs sous forme de subventions qui n'ont pas recruté de gens. C'est normal. C'est normal, je dirais. Parce que recruter des gens, c'est de la dépense publique. Vous savez très bien que la dépense publique est établie par l'Union européenne. Oui, mais les subventions aux entreprises, c'est aussi... Même les subventions, mais quelque part, c'est quand même un argument. Je ne dis pas que c'est bien, mais quelque part, c'est si je puis dire, l'argument des gens qui ont refusé justement une crédit d'emploi. Oui, mais la Banque centrale a mis en œuvre une politique où les États pouvaient financer tout ce qu'ils voulaient. Et donc il n'y avait plus de contraintes à ce moment-là, et les règles européennes ont été suspendues par la crise du Covid, évidemment, enfin, je veux dire, pour sauver le marché en quelque sorte. Mais on a continué de se reposer sur des mécanismes de marché pour planifier, entre guillemets, parce qu'on n'a pas planifié justement, la production de vaccins, pour planifier, entre guillemets, il n'y a pas une planification du coup du recrutement et de tous ces jeunes qui étaient le bec dans l'eau. Il y a eu une politique de subvention du secteur privé pour que lui fasse les choses que l'État ne voulait pas faire lui-même. C'est pour ça que je dis qu'on est dans une mode de gestion néolibérale. Et c'est l'incitation plus que la planification. Oui, c'est des systèmes d'incitation. Je disais tout à l'heure, la fin du néolibéralisme, c'est la fin de la doctrine, de la cohérence de la doctrine. Ça ne veut pas dire que Macron il va décider que maintenant il va créer des emplois publics. Il n'y a pas de changement dans les comportements, et puis un chapitre qui s'appelle la doxa et la praxis. C'est-à-dire, on dit des choses, on croit des choses, et on fait d'autres choses. On est dans un moment comme ça, c'est-à-dire où la pensée néolibérale n'a pas disparu des têtes, mais elle a disparu d'un certain nombre d'actes. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'on est dans le déclin de la chute, mais la chute n'est pas encore terminée. Et elle ne va pas se terminer de sitôt, malheureusement. Question? Oui, il y a pour revenir au passé, vous dites que contrairement à l'opinion courante, ce ne sont pas tellement les États-Unis qui ont imposé la globalisation financière, mais les Français, 4 Français. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Abdelal, un historien anglais, britannique, qui raconte ce qui s'est passé pendant la négociation de l'acte unique. Alors, bon, je peux effectivement développer un peu ça. La fin de Bretton Woods a d'abord entraîné non pas une mondialisation financière, mais une internationalisation financière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les frontières disparaissent.
mais les règles entre les pays ne sont pas harmonisées. Alors l'internationalisation financière, et d'ailleurs on peut aussi en parler, parce que j'en parle aussi un peu dans la disparition des changes fixes. Ça crée non pas un système de change flexible généralisé, mais un système où les pays se trouvent tout seuls à devoir gérer leur propre monnaie. Et donc soit ils l'accrochent à une monnaie plus forte, comme le dollar, beaucoup de pays font ça, soit ils s'entendent entre eux quand ils sont de forces équivalentes, comme les Européens, pour créer le système monétaire européen. C'est-à-dire que chacun est livré à lui-même, en fait. Avec la fin de Bretton Woods, il n'y a plus les mécanismes de coopération qui existaient au sein de Bretton Woods entre les différents pays. Et ça convient très bien aux États-Unis. C'est-à-dire que finalement, les grandes banques américaines et les Américains se disent la loi de la jungle, c'est très pratique, finalement, parce que c'est nous qui gagnons. Les Européens n'étaient pas tout à fait d'accord avec ça, notamment les Français, disaient non, il faut harmoniser les règles. Il faut que chacun ait les règles. Il ne faut pas que ce soit les règles de la loi du plus fort. Et donc ils ont cherché à créer la mondialisation financière un peu pour contrecarrer l'idée d'un monde sans règles qui était très gênant pour eux, enfin pour pour tous les Européens. Mais en mettant en place des règles, eh bien, ils ont interdit des pratiques. Et toutes les pratiques qui ont été interdites sont des pratiques qui visent à réguler les prix des marchés financiers. C'est-à-dire que les États-Unis, ils n'interdisaient pas aux gens de pratiquer, par exemple, le contrôle des mouvements de capitaux. Ils disaient, nous, on ne veut pas contrôler les mouvements de capitaux, nous, on s'appuie sur la force de Wall Street, et puis vous allez voir, on va gagner comme ça. Vous pouvez vous amuser à contrôler les mouvements de capitaux, mais du coup, vous n'aurez pas les capitaux de Wall Street, et ça sera que préjudiciable pour vous. Et les Européens, ils ont dit, par intermédiaire de 4 personnes, alors qu'ils sont... alors je vais évidemment avoir du mal à tous les dire, parce que je suis très mauvais en nom, mais donc évidemment c'est Jacques Delors, qui est le président de la Commission européenne, c'est Pascal Lamy, qui est président du cabinet de la Commission européenne, et qui va être ensuite directeur de l'OMC, comme vous le savez. C'est Chivarsky, je crois, je ne sais plus, qui est... là, il est possible que je ne sache pas le nom exact, je ne pense pas correctement, mais qui est président de l'office de l'OCDE qui s'occupe justement des règles financières. Chivardi ou... Oui, je ne trouve plus. Je ne sais plus le nom. Et puis, il n'est pas très connu. Michel Candessu, qui est le président du FMI. Et donc ces 4 personnes, dans les années 80, vont ensemble, qui sont 4 Français, 3 socialistes et 1 social-chrétien Candessu, vont s'entendre pour organiser la mondialisation financière, c'est-à-dire instaurer des règles de libéralisation des marchés financiers dans tous les pays et une interdiction faite à tous les pays de contrôler le mouvement de capitaux pour que le marché, la globalisation financière puisse se faire. Et alors derrière, il y avait l'idée... Alors, Abdelal, dans son livre, dit, vous voyez, c'était des socialistes, c'est pas ils veulent la régulation du marché, donc c'est pas des néolibéraux. La réalité, c'est que précisément parce qu'ils veulent la régulation du marché, ce sont des néolibéraux. Parce que le néolibéralisme, c'est pas le marché libre, c'est pas le laisser-faire. C'est la mise en place de règles qui vont construire un marché. Et donc, en fait, sans le savoir, tous ces gens ont participé à l'œuvre néolibérale. En fait. Je dis sans savoir parce que je crois qu'ils étaient convaincus par leur apprentissage dans les années 70, ils avaient fait des études d'économiste et ils étaient jeunes à l'époque. Ils sont tous vivants encore. Je ne sais plus pour le troisième larron, mais l'ami Delors et Candessu sont encore en vie. Et donc dans les années 80, ils ont été éduqués par cette idée que les marchés procèdent de systèmes qui vont gérer l'information et déterminer les prix, qui est ce qu'on apprend dans toutes les écoles économiques de l'époque. L'idée que les prix agrègent l'information et quand ils agrègent toute l'information sont efficaces, c'est une idée d'Eugène Fama, prix Nobel d'économie, dans un article de 70. Donc toute la pensée économique des années 70, elle est constituée sur cette idée que les prix de marché sont des prix efficaces. Et donc on va mettre en place des règles de la mondialisation par ces 4 personnes qui vont procéder de l'idée qu'il faut un grand marché financier mondial qui détermine des prix de marché pour éviter ce que voudraient faire certaines entreprises, des règles différentes dans chaque pays au profit des pays les plus puissants. Bien sûr, les règles d'harmonisation vont aussi profiter aux pays les plus puissants. C'est là où il y a une erreur de calcul. Quoi. Et il y avait un type, je crois que c'est Christophe Arson qui disait qu'il fallait nommer un Français à la tête d'une institution internationale pour être sûr qu'il ne défende pas les intérêts de son pays. Et
Et quand les Anglais ou les Allemands, quand on les nommait à la tête d'une institution internationale, ils défendent les intérêts de leur pays. Alors, encore faut-il savoir quel est l'intérêt de son pays. Et parfois, il y a aussi ce problème. Alors, c'est vrai, sans doute vrai. Bon, après, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus, mais parce que Delors était un Européen convaincu. Et pourtant, il a créé des institutions qui vont mettre qui vont détruire l'Europe. Parce que je crois qu'il n'avait pas conscience des conséquences de tout ça. Aujourd'hui, l'industrie européenne est en crise à cause de ça. Mais les bonnes intentions qui aboutissent à des choses détestables, c'est vrai aussi pour l'euro. Puisque, bon, il y avait tout un discours, etc. Mais Mitterrand et l'Élysée voulaient l'euro pour sortir de la zone marque. C'est ce qu'ils m'ont toujours dit. Oui, Et vous voulez pas de Maastricht, mais vous voulez rester dans la zone marque, etc. etc. Donc ils voulaient au contraire que sortir de ce piège. Et voilà, raté. C'est ça. Et lutte ouvrière, elle s'était abstenue au nom du fait que l'euro, c'était peut-être pas si mal. Pour comparer les salaires de tous les travailleurs européens. Oui, Ce qui pouvait aider la spéculation aussi, entre les monnaies, parce qu'il y a beaucoup de spéculation monétaire. Complètement. Mais ce qui est. Enfin, je me souviens de discussions avec Védrine, Guigou et une autre personne à l'Élysée. Ils ne comprenaient pas ce que c'était que la monnaie. Ah, bien sûr. Ah, oui. Voilà. Il répétait des choses, je n'ai pas toute la discussion en tête, mais manifestement, il n'y avait pas une once de théorie ou de doctrine derrière. Il y avait la nécessité de répondre à une urgence, de sortir de la zone marque, de clouer l'Allemagne dans ses frontières. Voilà, mais il n'y avait pas du tout de pensée. Et alors, je peux me permettre de revenir. Oui. C'est vrai, et c'est d'ailleurs une chose, j'ai beaucoup discuté avec des gens qui me disaient, mais enfin David, tu es en train de dire que tous ces gens sont néolibéraux alors qu'ils n'ont pas de pensée. Et en fait, moi je réponds de cette façon. Je dis, en fait, quand on n'a pas de pensée, on prend la pensée qui est dans l'air. Et la pensée que va nous donner des gens qui, eux, ont une pensée, qui sont des hauts fonctionnaires. Par ailleurs, je pense que Delors, lui, il avait une pensée, par ailleurs. Hein. Enfin, je peux me tromper, mais vu la cohérence de son action en tant que ministre des Finances Mitterrand, et puis plus tard, en tant que président de la Commission, et vu ce qu'il dit aujourd'hui, à mon avis, le mec, c'est un peu un doctrinaire. D'autres, d'ailleurs, ont été doctrinaires. Je sais pas, on va parler de l'Allemagne, mais l'Allemagne 49, avec Ludwig Erhard, qui est un économiste avec une thèse d'économie, un doctorat, qui est très proche de Fribourg et la pensée ordolibérale, et qui met en œuvre l'ordolibéralisme en Allemagne de manière extrêmement cohérente. Donc il y a quand même des gens qui ont une pensée. Mais si vous avez Guigou, qui à mon avis n'a aucune pensée pour le coup économique en tout cas, il est clair qu'elle va se reposer sur ce qu'ont voulu dire ses conseillers, et finalement elle va aller vers ce que disent les profs de ses conseillers qui sont néolibéraux dans l'âme. Hein. Je pense que la pensée néolibérale a vraiment conquis les universités américaines pendant justement toutes les 30 glorieuses. Pour qu'en 70 on puisse affirmer ce que dit Fama, les prix efficaces sont des prix. C'est d'autant plus regrettable qu'au début des années 80, Aglietta et Orléans avaient déjà formulé ce qui va être leur livre sur la violence de la monnaie. Et dans un séminaire dirigé par Jean-Pierre Dupuis, séminaire du CREA. Donc il y avait une critique de la pensée libérale, ce qu'on appelait à l'époque la pensée libérale, qui était très structurée, qui aurait dû irriguer la gauche, hein. C'était un peu fait pour ça quand même, et ils n'ont pas du tout capté. Au contraire, il y a un moment où ils ont même cessé de subventionner le séminaire, parce que le thème c'était critique de la raison libérale, et c'était le ministère de Chevènement, le ministère de la Recherche. Le cabinet a dit il n'y a pas de raison libérale. Donc vous êtes des libéraux, donc on vous supprime vos fonds. Et donc nous, on était là dans quelque chose d'assez hallucinant. Et en tout cas, les travaux du CREA étaient quelque chose qui n'intéressait absolument pas les socialistes. Nous, on a tâché de les intéresser, mais ils s'en foutaient complètement. Oui.
Mais non, mais c'est parce que Et là, d'où, voilà. en fait, ne savait pas très bien ce que c'était que la monnaie, il ne savait pas très bien comment manœuvrer tout ça, et série d'erreurs. La France est en retard vis-à-vis des États-Unis par rapport à la pensée, on va dire, économique. Et c'était une bonne chose. Je veux dire que les économistes américains, très vite, ils se sont adonnés sur l'idée du calcul du marché. Ils ont récupéré toutes ces théories néolibérales des années 20 et 30, mais ils ont rajouté à ça une réflexion sur l'équilibre général, avec des économistes mathématiciens, Aaron Debreu en 1954, ils ont été très scientistes à l'époque et ils sont très vite basculés dans une économie quantitative, abstraite, mathématisée, alors que les Français sont longtemps restés sur un registre d'économie, on dit l'économie politique. Donc l'État, évidemment, est l'un des représentants. Et donc, et Boyer, tout ce qu'on appelle l'école de la régulation. Et donc nous, on a été, on va dire, laminés par la pensée néoclassique après. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, le basculement c'est plus progressivement, mais on va dire dans les années 90, au moment où moi je fais mes études d'économie, il y a encore pas mal de vieux profs, régulationnistes, keynésiens et autres. Dans les années 2000, ils ont quasiment tous disparu, pris leur retraite. Voilà, on revient sur... et puis les modalités d'organisation de la recherche font cela. C'est-à-dire que pour être un bon chercheur, il faut faire des publics, pour avoir des publics, il faut publier dans des revues américaines, donc on est obligé de faire ce que font les Américains. Voilà. Mais je crois que les socialistes des années 80, ils étaient déjà dans le monde d'après, si je puis dire, dans le monde des économistes de l'époque, quantitatifs, abstraits, modélisateurs. Et tous ces vieux Français qui faisaient, ils n'étaient pas vieux d'ailleurs, mais ces Français qui continuaient de raviver la flamme de vieilles théories, voilà, ça ne les intéressait pas, c'était pas la modernité, entre guillemets. Et là, on a des rapports de force dans le monde intellectuel qui expliquent assez bien que quand on est au pouvoir, on va s'appuyer sur les gens qui ont pignon sur rue, qui sont les élèves, voilà, on ne s'appuie plus du tout mais y compris ses propres économistes avec qui on est d'accord. Je crois que chez les socialistes, alors je peux me tromper, c'est une intuition que j'ai, mais il y avait cette idée aussi, quand on prend le pouvoir, d'être légitime, quoi. Et pour être légitime, il faut être adoubé. Il faut être adoubé par qui? Par ceux qui ont le pouvoir institutionnel. Oui, ça c'est vrai. Je pense que, voilà, c'est la raison. Hein, tout ça. Mais, donc eux n'ont pas de pensée, mais la pensée existe, elle a été formulée et elle va être très influente à l'époque. Et puis elle va gagner en influence, parce que tout ça va progresser. Hein. Dans les années 90, c'est là où... parce qu'il y avait encore des services publics nationalisés dans les années 80. Et puis tout ça est détruit dans les années 90. Et enfin, quand on regarde les gens comme Jean Tirole, qui était tout à l'heure aussi, vous lisez n'importe quoi de Jean Tirole aujourd'hui, son livre « L'économie bien commun » est un exemple parfait. Lui, il est complètement dans ses idées que s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'efficacité. Il faut mettre du marché partout. Il faut que l'État doit devenir régulateur du marché et il ne doit pas remplacer le marché. C'est du néolibéralisme à l'état pur. Même si lui-même ne le dira jamais. Pour lui, je pense que Tirole a une culture générale très faible. Non mais c'est vrai, dans son livre L'économie commun, il y a des erreurs énormes. Il ne comprend pas la pensée de Popper, que j'enseigne en première année. C'est des trucs... bon, peu importe. Mais lui va nous dire l'efficacité procède forcément d'un mécanisme marchand. Voilà, et l'État a pour rôle de bien réguler le mécanisme marchand pour qu'il arrive à l'optimum que nous, on a, l'ingénieur économique, on a décidé que ça devait être ce que ça devait être. Et quand il y a une crise financière, quand la crise se crave, c'est parce que les régulateurs n'ont pas été assez bons, donc c'est de la faute de l'État. Si ça marche, c'est grâce au marché. Si ça dysfonctionne, c'est parce que l'État n'a pas fait ce qu'il fallait. La pensée de Tirole est extrêmement simple. Hein. Et il le dit comme ça. D'ailleurs, je le cite. Il suffit de lire ses livres. Chers amis, on va arrêter en remerciant très vivement David, en le priant de revenir, bien sûr, s'il le veut. Avec plaisir, grand plaisir. À très Merci pour bientôt. votre invitation.